la présidente Montpertuis, qui, comme vous le savez, a été élue, pour la féliciter aussi, qui a été élue présidente de la Commission des îles. Donc, il me revient la responsabilité de présider aujourd'hui l'Assemblée, et demain, ça sera ma collègue et amie Nadine Nivagioni qui le fera. Donc, vous dire en 2 mots le déroulé très rapide avant les questions orales. Donc, il y aura un mot pour accueillir les nouveaux conseillers, la nouvelle conseillère, et vous dire le changement dans le groupe Papou-Boulinsam. Et après, si vous en êtes d'accord, on aura 1 minute de silence per Pabu Francesco Benantesa, e dopo cominceremo le nostre questioni a bocca. Donc, 2 parole per felicità à Elisa Tramoni qui nous rejoint aujourd'hui. Lui, c'était la bienvenue dans le groupe Papou-Boulinsam. Bien entendu, rendre hommage au jeune retraité Jean Biancucci. E Benantesa resta umilante, appassionato, e sono sicuro che chi ci vede oggi Samone da Guttoli. Donc, bien entendu, bienvenue à Elisa Tramoni, una giovane militante ingaggiata qui oggi rejoigne le groupe Papou-Boulinsam. Donc, bien entendu, on se réjouit de cette arrivée d'une jeune dame aujourd'hui qui, bien entendu, mettra tout son talent pour porter les idées qui sont celles de Papou-Boulinsam et bien entendu de l'Assemblée de Corse aujourd'hui. 2 parole di nous per felicità à Romano Golona, qui a été désigné président du groupe Papou-Boulinsam. Donc, félicitazioni à Romain, che vous connaissez tutti. Et c'est aussi je vous demande, puisque c'est formel, d'en prendre acte, donc de ces changements, de ces arrivées, de nomination du nouveau président du groupe Papou-Boulinsam. Et si vous en êtes d'accord, nous allons observer 1 minute de silence. Ringraziabi. Donc, on peut commencer par les questions orales. Donc, première question orale pour le groupe Papou-Boulinsam. Donc, Do Joseph Lucioni, hausse des taxes et normes extérieures à la Corse en matière de transport aérien et maritime. Aïda Baroula, bonjour, conseiller. Ringraziavi, Presidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le 14 avril dernier, le président de l'Office des transports de la Corse, Jean-Félix Acquahuy, devant son conseil d'administration, a dénoncé l'impact des hausses de taxes et de normes extérieures à la Corse en matière de transport aérien et maritime. Les décisions législatives et réglementaires d'augmenter les taxes aériennes subies par la Corse et les Corses auront des conséquences directes sur le prix du billet d'avion, y compris pour les résidents corses. Pour rappel, à titre non exhaustif, la surtaxe adoptée récemment a fait bondir la taxe de solidarité d'environ 5 € à 14,80 € pour un vol aller-retour en bord à bord, Nice ou Marseille, ou sur Paris, à laquelle s'ajoutent notamment d'autres taxes étatiques et aéroportuaires. Cette situation, niant la réalité objective du fait insulaire et dénaturant l'esprit même de la continuité territoriale, porte atteinte aux tarifs résidents hors taxes, dont le montant a considérablement diminué sous l'impulsion des majorités territoriales et conseils exécutifs successifs depuis décembre 2015. Au-delà de cette fiscalité inadaptée, les normes européennes sur les émissions de CO2 auront des incidences lourdes dans le coût du transport aérien, mais aussi dans le maritime s'agissant du fret. Nous le savons tous, la conjugaison de l'ensemble de ces mesures constitue une bombe à retardement économique et social. Diminution du pouvoir d'achat
pour les ménages et les entreprises corses, risque de ralentissement de l'activité économique à l'export et au-delà du service public, perte de compétitivité pour la destination touristique. Cet état de fait est d'autant plus grave qu'il intervient dans un contexte de grande précarité alors que la dotation de continuité territoriale, figée à 187 millions d'euros depuis 2009, ne permet plus de compenser les coûts d'exploitation qui explosent. Face à ces risques majeurs, nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de mener collectivement le combat politique et démocratique. Il y va de l'intérêt vital de la Corse et du peuple corse. Monsieur le Président du Conseil exécutif, quelles initiatives comptez-vous prendre afin de préserver les intérêts de la Corse, une fois de plus menacée dans le secteur stratégique des transports extérieurs? Ringraziavi. Ringraziavi, la parola all'esecutivo. Vi ringrazio Presidente, ringrazio il consigliere di aver posto questa questione, cari consiglieri esecutivi e consiglieri territoriali. Oui, cette hausse des taxes et des normes décidées extérieurement à la Corse touche à l'intérêt vital de l'île sur le plan social et économique. C'est une évidence, et c'est une évidence qu'il faut affronter aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas laisser la Corse être entre le marteau et l'enclume sur cette question. Je rappelle en 2 mots ce qu'a fait la collectivité territoriale de Corse depuis 2015, dans les domaines où nous avons compétence, c'est-à-dire sur le périmètre du service public maritime et aérien, et notamment sur le plan de vue tarifaire, sur la capacité de pouvoir agir sur le tarif hors taxe et uniquement hors taxe. Je rappelle que nous avons assaini la question de la continuité territoriale en 2015-2016 en réalisant des économies importantes, 32 millions d'euros en 2016 d'économies réalisées là où il y avait gabégie avant 2015, 23 millions d'euros en 2017, et que grâce à ces premières baisses, nous avons agi tout de suite, par exemple, sur la baisse du tarif du fret maritime en biens de consommation, puisque nous sommes passés de 40 € hors taxe, de 46 € à 40 € hors taxe, c'est une baisse de 13% quand même. Hein. Et nous avons baissé le tarif à l'export je dirais des entreprises corses de 46 à 20 €, voire 15 €, ce qui sont des baisses très conséquentes de 56% et de 67%. Baisse considérable pour développer l'export. Et depuis lors, depuis 2017, les entreprises corses, avec d'autres dispositifs portés par l'ADEC, par l'ex-Vichiguer et par notre politique par ailleurs, en cumulant les dispositifs, ont développé leur capacité à l'export de manière très importante. Je prends par exemple les clémentiniers, où d'une saison 24-25 par rapport à l'an dernier, ont augmenté leur exportation de 26%. De 26%, 46 000 tonnes exportées, ce qui est une année record, grâce notamment aux effets leviers que nous avons créés depuis 2017. Donc c'est le produit d'une politique assumée. Mais ça, c'est sur notre domaine de compétences. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je rappelle aussi que suite aux maritimes, nous avons baissé les tarifs aériens suite aux économies de manière conséquente dès 2020. Hein, donc 180 € aller-retour Paris, on est passé à 132 € aller-retour hors taxe. 85 € sur le bar à bord, on est passé à 47 € hors taxe. Donc des baisses très conséquentes qui sont aujourd'hui mises en péril par la hausse des taxes extérieures. Donc, petit exemple, aujourd'hui, notamment depuis 2022, sur le Paris, nous allons avoir 99 € de taxes, là où il y en avait 72 en 2022. C'est une hausse de 38%. Je rappelle qu'en dans le même laps de temps, la taxe sur les transports de la Corse n'a pas bougé depuis 30 ans. N'a pas bougé depuis 30 ans. Elle est au même prix. 40 francs à l'époque, aujourd'hui 9,14 €, elle n'a pas bougé. Tout le reste des taxes ont bougé à l'augmentation d'autour de 30%. Taxe de sûreté de l'État, taxe TSBA, taxe supplémentaire votée par le gouvernement, donc qui passe de 5,26 € à 14,80 € le billet récemment, et sur un tarif aller-retour Paris, donc on passe à 231 € aller-retour, là où nous avons un 132 € hors taxe. C'est encore plus criant sur le bord à bord, qui est évidemment très occupé en termes de place par le médicalisé malheureusement, où nous avons 47 € hors taxe et nous avons à peu près 80 €. La réponse écrite est beaucoup plus précise, de taxes, donc 66% de taxes sur un bord à bord. Vous avez indiqué la question des normes, c'est-à-dire les quotas payants sur les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, nous partageons tous ici la capacité, la nécessité de pouvoir diminuer les gaz à effet de serre, sauf que les carburants durables ne sont pas disponibles, et lorsqu'ils sont disponibles, ils sont beaucoup plus chers que la norme à payer par les compagnies. Donc, dans le maritime, par exemple, ça sera 66 millions d'euros à payer par les compagnies délégataires, à répercuter sur le fret, c'est-à-dire 7,51 € qui augmenteront le tarif hors taxe de 40, on passera à 47, et donc le tarif export de manière similaire. Tout cela n'est pas acceptable, d'autant plus que nous demandons depuis longtemps une indexation
de la dotation de continuité territoriale sur la croissance de TVA recouvrée en Corse, ce qui est par anticipation une logique d'autonomisation fiscale naturelle qui nous permettrait non seulement de répondre à l'explosion des charges d'exploitation de carburant qui ont été objectivées dans les contrats depuis l'après-Covid et depuis la guerre en Ukraine, et d'ailleurs ça a été reconnu par l'État et l'Union européenne qui ont validé les contrats sous l'impulsion du président du Conseil exécutif, mais aussi nous permettrait de prendre en charge une partie des normes. Mais cela n'exonérera pas l'État de pouvoir répondre à l'exemption de taxes, notamment pour les passagers résidents, parce que nous ne sommes pas autonomes, nous n'avons pas capacité d'autonomie fiscale, nous ne pouvons pas avoir pouvoir d'exemption. Je serais tenté de dire CQFD. Donc dans cette matière, sur l'indexation de la dotation continuité territoriale, pour préserver notre capacité à l'export des entreprises, pour préserver le pouvoir d'achat des Corses, pour permettre de garantir des tarifs qui permettent aux personnes malades de se déplacer normalement, la liberté d'aller et de venir pour des insulaires, nous comptons prendre évidemment l'initiative en relation avec le président de l'ADEC, de l'ODARC et de l'Agence du tourisme de la Corse, parce que vous l'avez dit, les lignes touristiques sont impactées aussi, au-delà des compagnies délégataires, sur les autres compagnies, sur les lignes commerciales seront impactées, pour créer les conditions d'une table ronde sur les transports de la Corse très rapide, parce que c'est une question politique, c'est une question fiscale, c'est une question institutionnelle, et on voit bien qu'il y a un lien entre la question de l'autonomisation fiscale par l'indexation de la DCT, l'évolution institutionnelle et le pouvoir d'achat, la capacité d'export des entreprises, mais aussi la question du sanitaire en Corse. Je vous remercie. A ringraziarvi. 30 secondi. No, potete se volete, avete 30 secondi. Va bene. Ah, scusate, signor Presidente. Hai la parola. Nulla. Volevo rimarcare con un sorriso che il Consiglio esecutivo abbiamo cercato di far passare la consigna che ci ha rispettato il tempo di risposta del Consiglio esecutivo. Cercheremo a farla, un ingaggiamento pubblico, ne profitto che il Presidente sia anche di ogni. Ma saprà. Serge chronomètre. E Simone i tempo, Serge. Dunque, a ringraziarvi e dei 30 secondi per rispondere perché si è stato corto. A ringraziare, Presidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, la Corse est la région la plus pauvre de France métropolitaine. Plus de 18% de la population insulaire vit sous le seuil de pauvreté. Cette statistique touche toutes les catégories d'âge de notre population, mais particulièrement les personnes âgées. Indicateur alarmant dans un contexte d'évolution démographique vieillissante. Les actifs ne sont pas épargnés, puisque 12% des ménages insulaires, dont le travail est la principale source de revenus, sont pauvres. La moitié de ces ménages se composent d'au moins un enfant. Le monde rural est plus impacté. Par exemple, le taux de ménages d'actifs pauvres s'élève à plus de 20% sur le territoire de l'Orient. En outre, la Corse est sur le podium des territoires les plus chers de France concernant les produits de consommation et les services basiques tels que le carburant, le panier de courses ou les assurances. Ces surcoûts pèsent grandement sur les finances des insulaires, d'autant plus sur des individus ou des ménages déjà budgétairement fragiles. À cela, nous pouvons aussi ajouter les difficultés d'accès au foncier et au logement du fait d'une spéculation prégnante. Les difficultés liées aux mobilités, à l'accès, à l'emploi, à l'accès aux soins. Pour beaucoup des nôtres, survivre est un quotidien et s'en sortir devient de plus en plus compliqué. Les conséquences néfastes sur notre société sont nombreuses, trop pour toutes les énumérer. Vous l'aurez compris, la lutte contre la précarité est un défi majeur d'actualité sur notre territoire. C'était déjà le cas auparavant et nous en étions collectivement conscients. Le 30 mars 2017, nous adoptions dans cet hémicycle, c'était encore la collectivité territoriale de Corse non fusionnée, le plan de lutte contre la précarité. Le 14 janvier 2019, la conférence sociale se tenait à Bastia, provoquée essentiellement par la mobilisation du mouvement dit des Gilets jaunes. Des pistes de réflexion concernant la cherté de la vie et les moyens de l'atténuer y étaient avancés et des espoirs suscités. La suite.
Ce sont des épisodes de crise, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, des préoccupations qui ont donné un certain coup d'arrêt à la dynamique engagée. Quelques années plus tard, la situation s'est dégradée. Il nous faut reprendre ce travail afin d'apporter des réponses concrètes aux Corses les plus précaires et ceux qui le deviennent jour après jour sur les problématiques de leur quotidien. Nous vous avons régulièrement alerté sur le sujet, notamment à travers mes diverses prises de parole devant cette Assemblée. Pouvons-nous, Monsieur le Président du Conseil exécutif, débattre dans un format à définir de session de l'Assemblée de Corse dédiée ou de nouvelles conférences sociales de ce sujet et engager des solutions concrètes sur cet enjeu social et sociétal? Je vous remercie. Ringraziavi, Luca Barula all'esecutivo. Ringraziavo, Presidente. Caro consigliere et caro Pierre, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de rappeler ici à quel point nous œuvrons pour améliorer le quotidien des Corses, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire. Vous l'avez dit, en 2017, nous adoptions le plan de lutte contre la précarité et la pauvreté afin de donner à chacune de nos politiques publiques les bases de notre projet de société des solidarités. Je vous rappelle quelques chiffres. Depuis 2018, notre budget des politiques sociales et de santé représente plus de 10% des dépenses de la collectivité, soit près de plus de 220 millions cette année. Il a augmenté de plus de 30% depuis 2018 et de 100% ne serait-ce que sur la protection de l'enfance. À titre d'exemple, dans le cadre de la contractualisation avec l'État, pour la période 2019-2027, l'effort de la collectivité de Corse a représenté plus de 11 millions d'euros de mesures nouvelles, volontaristes et innovantes dans le périmètre de soutien social, de proximité, de l'insertion professionnelle, de la lutte contre l'isolement, de l'accès et du maintien dans le logement, de l'alimentation et dans le souci de tendre vers l'égalité des chances dès le plus jeune âge. La contribution de l'État dans ces conventions n'a été que d'un tiers seulement du montant mobilisé. Un investissement marqué par une détermination à relever des défis méconnus ou peu investis mais évidents, qu'il s'agit de mettre en échec les causes de la précarisation, l'illettrisme, l'électronisme, l'accès à un mode de garde, par exemple avec l'achat de berceaux, la santé mentale ou encore la mobilité. Bref, lever les freins à l'inclusion sociale. Je vous rappelle que la crèche Laetitia est devenue une crèche préventive, en soutien à la parentalité et à l'accès à l'emploi. Dommage, vous ne nous avez pas accompagnés. En matière d'accès et de maintien dans le logement, nous payons les factures d'énergie et d'eau des loyers les plus précaires, dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Un investissement marqué également par une volonté de soutenir, même quand cela ne relève pas de nos compétences, notamment lorsqu'il s'agit de la très grande pauvreté, de la lutte contre les violences faites aux femmes ou de l'accès aux soins. Je citerai l'aide alimentaire, plus 70% depuis 2018, ou le soutien à Paese-di-Liègne pour les grands précaires, ou à Bartier, apporté par la FALEP dans l'extrême sud, mise à l'abri des femmes notamment. Je citerai également un gazet médical qui va bientôt ouvrir dans le quartier des Padules, porté par le docteur Pernin et la clé. Nous avons mis à disposition nos locaux pour lutter contre le non-recours aux soins. Dans le rural, nous avons notamment financé, via le comité de Massif, l'ouverture de 8 maisons de santé, dont la dernière ouvrira en Cazinc en 2025. Pour lutter contre les déserts médicaux. Le scanner qui a été installé à l'hôpital de Corte pour le centre Corse. La rénovation énergétique des bâtiments, notamment des logements sociaux. J'en oublie certainement et j'oublie certainement certaines associations. Malgré cet effort considérable, vous avez raison, nous ne pourrons pas enrayer les phénomènes de polarisation, faire évoluer de façon significative nos politiques, calquées sur un modèle français inadapté aux enjeux spécifiques de la Corse. Une population qui a augmenté de plus de 1% par an entre 2014 et 2020, plus 0,3% sur la moyenne nationale. Elle augmente presque 3 fois plus vite qu'ailleurs. Une problématique de spéculation foncière, vous l'avez dit, qui prive de logement les plus précaires et les jeunes. Le taux de logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales est de 9,6% en Corse, alors qu'il est de plus 17 sur le continent. Un vieillissement important de la population, une insularité qui complexifie l'accès à la santé. Nous devons donc faire évoluer ce modèle. C'est pourquoi nous agissons également et résolument sur les causes de la précarité. Depuis 2018, nous avons renforcé de façon significative notre politique de prévention des inégalités sociales et territoriales dès le plus jeune âge. Il s'agit bien sûr d'une politique sur le long terme. J'aurai encore l'occasion de présenter au cours de cette session des rapports qui l'illustrent concrètement.
Nous devons indiquer les mécanismes de reproduction sociale de la pauvreté, selon le modèle porté par James Ackman, prix Nobel d'économie en 2000. Celui-ci, dans le cadre de travaux novateurs, a révélé la nécessité d'investir dans la petite enfance pour avoir un impact réel et une efficacité maximale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Enfin, vous le rappelez, la conférence sociale que nous avons mise en place en réponse au mouvement social des Gilets jaunes en janvier 2019, peut aujourd'hui s'assimiler à une forme de démocratie participative. Elle est une instance pertinente de dialogue. Entre 2019 et 2022, elle s'est réunie à plusieurs reprises. Malheureusement, la série de propositions transmises aux gouvernements successifs qui visaient à intervenir de manière très concrète sur les surcoûts des prix pratiqués en Corse, l'essence, l'alimentaire, le pouvoir d'achat, toutes nos propositions qui nécessitaient une modification législative ou réglementaire ont été rejetées. Nous n'abandonnerons pas donc notre volonté d'évolution du statut institutionnel de notre île vers l'autonomie. Pour tout vous dire, nous poursuivons actuellement au sein du Conseil exécutif une réflexion relative à la démocratie alimentaire, qui pourrait par exemple faire partie des enjeux abordés lors d'une prochaine conférence sociale. En conclusion, aujourd'hui, la Corse risque de voir se creuser les inégalités par un apport de capitaux souvent étrangers au service d'une économie non productive, souvent spéculative. Nous le voyons, le ruissellement est un mythe. Si vous partagez ce constat, je vous enjoins à travailler avec nous pour une société plus inclusive et plus solidaire et égalitaire. A ringraziavi. A ringraziavi. Essayons de rester dans les temps de parole. Normalement, vous avez dépassé, mais je vous laisse exceptionnellement. Vous avez mis 3 minutes, mais je vous laisse 2 secondes. Non, mais après, oui, mais il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser la parole. Mais je rappelle que de respecter les temps de parole. Je vous promets que je vais être très rapide. Madame le Conseil exécutif, je ne mets pas en doute votre volonté de lutter contre la précarité, mais quand je reprends le budget primitif que nous avons voté et que je vois en santé et action sociale, lutte contre la précarité, nous avions en 2023 2 millions d'euros, nous n'avons plus qu'un en 2025. Donc vous pouvez m'expliquer beaucoup de choses, mais ce sont des faits, ce sont des chiffres. En investissement, lutte contre la précarité, 30 000 euros. Alors si avec tout ça, on peut régler le problème des Corses, je pense que je suis en droit d'en douter. Je vous remercie, Monsieur le Président. Grazie. Et donc, je rappelle à tout le monde que le temps est affiché. Donc après, la mica vai gumei, tout le monde usa quante lo mette per porre una questione. Donc si vous dépassez les 2 minutes 30, à la vue de tout le monde, vous n'avez pas droit de réponse. Je rappelle aussi à l'exécutif de rester dans les 3 minutes, 4 minutes, et exception faite pour le président du Conseil exécutif. Donc tout le monde connaît les règles. Je vous demande de rester dans ce qu'il y a, de rester dans les règles. Sinon, on va discuter et on va arriver à des situations que personne ne veut. Voilà, donc tout le monde sait, le temps est affiché, tout le monde peut le regarder. Donc on peut passer à la question suivante, posée par Cathy Cagnetti. Président, oui. Point d'ordre. L'exécutif a droit à une réponse à l'intervention, c'est le règlement. Très bien. Alors, chers conseillers, vous avez extrait de chiffres d'un budget, mais qui n'ont rien à voir. Je viens de vous le dire, plus de 11 millions sur la période. Sur la précarité, à proprement parler, qui ne sont pas de notre compétence, je le rappelle. Nous avons contractualisé avec l'État, nous avons 5 mesures. Si cette année, il y a 1 million, c'est parce que les actions étaient faites auparavant. Et vous le savez, au quotidien, nous affinons et nous adoptons à chaque fois, selon les postes, que ce soit sur la petite enfance, sur le vieillissement de la population. Donc, ce ne sont pas les vrais chiffres que vous avez extraits uniquement 2 chiffres. Si vous voulez, nous en discutons tout à l'heure. Merci. Donc on passe à la question suivante, posée par Cathy Cognette au nom du groupe Unsofiuno, valorisation énergétique de l'hôtel de région et des bâtiments publics régionaux. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous visons l'autonomie énergétique pour 2050. Un objectif réaffirmé lors du vote de la PPE en mars 2023, avec une part prépondérante accordée à la maîtrise de l'énergie. 200 millions d'euros affectés à ce chapitre, au bénéfice des logements sociaux, de l'habitat collectif et des établissements scolaires.
lesquels appartiennent à notre collectivité. Alors, le cordonnier étant souvent le plus mal chaussé, est-il prévu que le siège de notre collectivité, hôtel de région, bénéficie d'opérations de maîtrise de l'énergie? Un diagnostic a-t-il été réalisé pour déterminer les besoins des travaux à effectuer? Le déploiement des ENR d'ici 2050 doit nécessairement se traduire par une augmentation de la part du photovoltaïque dans le mix énergétique. Des restrictions réglementaires comprises dans le PADUC, notamment, limitent les installations sur le foncier agricole, même si on peut espérer que les canopées, qui sont les panneaux mobiles à 5 mètres au-dessus des exploitations, soient une voie d'avenir combinant agriculture et ENR, le principe même de l'agrovoltaïsme. En attendant la révision du PADUC, dont la version actuelle privilégie l'installation de panneaux dans des friches industrielles qui restent rares dans une île qui n'a jamais été aussi peu industrialisée, la couverture des toitures individuelles est encouragée par les pouvoirs publics et par les fournisseurs d'électricité, par l'autoproduction et la revente d'énergie produite. La collectivité, avec le foncier bâti et administratif dont elle dispose, pourrait être en la matière un modèle, à commencer, encore une fois, par l'hôtel de région. Peut-on envisager des installations sur la surface du toit? Qu'est-ce que représenterait cela en termes d'économie d'énergie par rapport à la facture d'électricité que nous dépensons en fonctionnement? Dans le même état d'esprit, dans les 10 ans, en 2035, la réglementation européenne prévoit que des véhicules thermiques ne pourront plus être commercialisés. Alors, le nombre de bornes de recharge augmente dans l'île. La collectivité devrait être équipée avec, comme dans les parkings publics, des places réservées dans chacun des 2 parkings, 2 dans celui de l'aérien et 2 dans le souterrain. De plus en plus d'élus et d'administratifs ont fait le pari de l'avenir et sont déjà passés à l'électrique. La collectivité gagnerait à s'engager dans cette voie. Il serait logique que les bâtiments publics territoriaux, à commencer par l'hôtel de région, qui est en sorte la vitrine de notre institution, soient un exemple en la matière. Virigrazio. J'étais dans les temps. Vous avez légèrement dépassé, mais... Donc l'exécutif a la parole. Ringrazio Presidente et consigliera. Alors c'est moi qui m'exprime tout simplement parce que sur ce sujet, c'est une décision suite au remaniement du Conseil exécutif. Il y a une délégation qui a été attribuée sur la politique immobilière, le bâtimentaire et le foncier. Bien sûr, cette délégation que je vais exercer se réalisera en transversalité, notamment avec l'agence d'urbanisme, avec l'ADEC et l'ATC, selon les sujets, puisque la collectivité de Corse est un grand propriétaire public et compte bien investir ce terrain à la fois pour l'optimisation foncière immobilière et ses coûts de fonctionnement, et on va parler de l'énergie, mais aussi pour des logiques de projets de développement au service de l'économie et des territoires. Donc, vous posez une question pertinente, Madame la conseillère, mais vous ne serez pas surprise d'entendre que la collectivité de Corse s'est déjà emparée du sujet, puisqu'on s'est déjà inscrit dans cette démarche écologique de maîtrise des ressources et des énergies, et un projet de rénovation énergétique, puisque vous parlez du Grand Palade, soit bien été mis à l'étude. Un audit énergétique global sur l'hôtel de région a été lancé, donc il a permis déjà d'identifier 4 scénarios possibles, dont les coûts de travaux peuvent varier entre 7,9 millions d'euros hors taxes à 10,8 millions d'euros hors taxes, et ça fera l'objet d'une réflexion interne portée par le Conseil exécutif sur les questions d'optimisation des moyens pour atteindre ces objectifs entre PPE, voire même autres outils, et je pense en particulier au PTIC éventuellement. Mais de manière générale, la collectivité de Corse a déjà, si les contraintes techniques et urbanistiques le permettent, mis en place des réflexions sur des installations photovoltaïques sur les bâtiments qu'elle construit ou réhabilite. Ce n'est pas nouveau. Vous avez rappelé évidemment qu'un site doté d'une installation photovoltaïque en autoconsommation peut consommer en priorité l'énergie photovoltaïque produite et la réinjecter sur le réseau si le besoin est inférieur à la production, ou bien prendre de l'énergie sur le réseau si la consommation est supérieure à la production. C'est bien cette logique qui est appliquée, notamment par rapport à l'autoconsommation. Et je voudrais rappeler quelques exemples récents. Les directions techniques de la collectivité de Corse ont initié des travaux de solarisation des toitures dans le cas de construction neuve, ça a déjà été le cas. Par exemple, la direction des infrastructures d'enseignement a livré en 2021 le collège du Stiletto à Ajaccio. La solarisation de la toiture laissée en concession à un exploitant permet de percevoir un loyer annuel, par exemple, sur ce sujet de 30 000 € pour l'exploitation des panneaux photovoltaïques positionnés en toiture. La direction de la construction et de la réhabilitation des bâtiments a solarisé des toitures de bâtiments administratifs et techniques. Je vais en citer quelques-uns. Le site d'Iricante,
Donc c'est la requalification de l'ancien amphithéâtre en bureau avec solarisation de la toiture à hauteur de 115 mètres carrés. La pépinière de Castelluccio, donc on démolit l'existant et reconstruction d'unités techniques de production avec 30 mètres carrés. On pourrait parler du site de maintenance mécanique de Baleone avec 200 mètres carrés solarisés, bâtiment qui a été livré. La base d'exploitation routière de Saute. Et il y a d'autres pistes aujourd'hui en réflexion sur une superficie minimale de 600-650 mètres carrés qui pourrait permettre d'installer ces panneaux solaires. Donc évidemment, versement de loyer, en général, ou participation en capital pour accélérer l'autonomie totale. Donc ce sont des actions en cours. De manière plus générale, je reviendrai devant cette Assemblée de Corse, bien sûr après débat au sein du Conseil exécutif, sur 2 plans. Premier plan, il s'agit d'opérer un diagnostic précis pour optimiser le foncier, le bâti de la collectivité, y compris en ayant recours à la PPE pour diminuer la facture énergétique, mais aussi, de manière générale, pour impulser des logiques de projet, autonomie alimentaire, tourisme, économie, selon la nature des sites, propriété de la collectivité. Voilà ce que je voulais porter à la connaissance de cette Assemblée. Je vous remercie. Très bien, merci. 3 minutes 30, vous êtes dans les temps. Cathy a 10 secondes, c'était 2 minutes 40. Très bien, donc on peut passer à la question suivante, qui est posée par Saverio Lugiani pour le groupe Avancé. Non, pardon, c'est Hervé Valdrigui d'abord. Donc, Hervé Valdrigui pour le groupe Fapopolissam, rénovation de l'éclairage public. Saverio Dobo, a ringraziarvi. Merci, Joe Présidente. Monsieur le Président de l'exécutif, du Conseil exécutif de Corse, la rénovation de l'éclairage public représente aujourd'hui un enjeu stratégique pour les communes confrontées à des impératifs de sobriété énergétique, de préservation de la biodiversité, de réduction des dépenses publiques et de lutte contre la pollution lumineuse. Alors que l'éclairage public constitue souvent l'un des premiers postes de consommation électrique d'une collectivité, sa modernisation offre des perspectives majeures en termes d'économie d'énergie, de baisse des émissions de CO2, mais aussi d'amélioration du cadre de vie et de protection du ciel nocturne. Dans ce contexte, l'AUE joue un rôle central en accompagnant les communes dans la modernisation de leur parc d'éclairage. Monsieur le Président, pourriez-vous nous préciser les modalités concrètes de cet accompagnement ainsi que les résultats obtenus jusqu'à présent en termes de points lumineux, rénovés et leur impact sur les économies d'énergie. Enfin, comment l'AUE prévoit-elle de poursuivre et d'amplifier cette action dans les prochaines années, notamment pour atteindre l'objectif de rénovation des 70 000 points lumineux recensés en Corse? Vi ringrazio. A ringraziarvi. Donc, Cavaroula, all'esecutivo. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller. Merci pour votre question. Comme vous l'avez rappelé, l'éclairage public est au confluent d'enjeux stratégiques, tant au niveau environnemental que financier. Ce poste éclairage public pèse fortement dans le budget des communes, vous l'avez rappelé également. Il peut représenter jusqu'à 50% de la facture énergétique. Aussi, la rénovation de ces équipements participe à la baisse drastique des consommations d'énergie, contribuant à l'atteinte de notre objectif d'autonomie énergétique, mais il contribue également à la baisse des factures. Pour toutes ces raisons, nous avons engagé dès 2016, donc il y a à peu près bientôt 10 ans, un travail important qui est aujourd'hui sur le point d'être finalisé. Ça me permet de revenir sur les principales étapes de cette opération d'ampleur qui a été portée à titre principal par l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Donc plusieurs étapes. La première, un diagnostic préalable qui a permis d'évaluer le potentiel de rénovation des points lumineux sur l'ensemble de la Corse. Et à l'époque, on a recensé 60 000 points lumineux sur l'ensemble du territoire insulaire, avec une facture d'éclairage public, à l'époque, en 2016, à la charge des communes, d'environ 4,5 millions d'euros par an. Deuxième étape, on a lancé un appel à projet pour inciter, accompagner et soutenir les rénovations exemplaires et éviter des opérations, je dirais, alibi, dites de relamping, donc avec des exigences fortes et des critères de performance. Et la dernière étape, ça a été l'accompagnement des bénéficiaires. Alors, ils sont divers. Il s'agit des 2 syndicats d'énergie, de Haute-Corse, Cismonte et Poumonte, des intercommunalités ou des communes. On les a accompagnés dans le montage des dossiers afin de garantir des économies d'énergie à hauteur de 70%.
Mais au-delà des économies, l'équité, bien sûr, et la transparence pour tous les bénéficiaires ont été les maîtres mots de ce programme, comme on le fait systématiquement dans le soutien au territoire. Donc 10 ans après son lancement, le bilan il est plus que positif. J'en fais état. Sur les 60 000 points lumineux recensés en 2016, 50 000 ont d'ores et déjà été rénovés ou sont en cours de rénovation. Donc il en reste 10 000. Et ça concerne ces 50 000 points, 233 communes sur les 360 communes insulaires. La réduction de la facture énergétique pour l'ensemble des communes, elle a été de 3 millions d'euros, donc très conséquente. Et le coût total des travaux, c'est 70 millions d'euros qui ont bénéficié quasiment en totalité à des entreprises corses. Donc grâce à l'appui technique de nos services, nous avons croisé les financements issus de divers fonds pour un montant de subvention sur une totalité de travaux sur une assiette éligible de 60 millions, 40 millions d'euros de subventions, issus à la fois du cadre territorial de compensation, 24 millions d'euros, du FEDER, donc les fonds européens dont on parle beaucoup actuellement, pour un montant d'environ 9 millions d'euros. Et on a dû faire un travail de conviction auprès de l'Union européenne pour maintenir dans la nouvelle programmation ces opérations d'éclairage public afin de finaliser l'opération, et des fonds propres de la collectivité de Corse pour environ 7 millions d'euros. À cela s'ajoute le fonds vert ou le CPER. Nous ambitionnons aussi que ce projet puisse contribuer à la mise en valeur du territoire, notamment à la contribution à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique. Et pour cette raison, on a candidaté récemment au label international Réserve internationale de ciel étoilé, l'acronyme RIS. Ce label vise à récompenser les territoires dont la qualité du ciel est exceptionnelle. Il en existe aujourd'hui une vingtaine dans le monde qui sont labellisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande ou encore en Irlande. Par exemple, le pic des Cévennes, je prends juste cet exemple-là, il a été labellisé RIS en 2018, il a rénové 2500 points lumineux. On envisage à l'horizon 2018 d'en rénover 60 000, sachant que 50 000 sont déjà rénovés. Donc pour obtenir ce label, on est en train d'élaborer une charte. On va y associer bien sûr l'ensemble des parties prenantes, le bloc communal, les associations d'astronomie, de défense de l'environnement, les acteurs impliqués dans le tourisme vert. Je pense notamment au travail en transversalité avec l'ATC. Et l'idée, c'est de proposer dès les prochains mois à l'Assemblée de Corse un projet de charte qui va détailler cette stratégie qui devrait nous conduire à la labellisation de la Corse en qualité de réserve internationale de ciel étoilé. A ringraziare. A ringraziare. Donc, a Barola Savelogiane, abbiamo un gruppo Avancemo, projet éducatif et de formation. Et là, à Barola. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, je pense que c'est à vous que s'adresse la question. À la dernière session de mars, j'évoquais une question d'actualité qui regardait les problèmes rencontrés par les lycées agricoles de Borgo et de Sarthe. Mon intervention se conclut par une question. Quelle initiative comptez-vous prendre pour régler ce problème de rentrée scolaire 2025 et surtout pour assurer la maîtrise par la Corse de ses choix pédagogiques en matière d'éducation? Alors, une parenthèse pour dire qu'au moment où on se félicite du succès des lycées corses de Balagne, du Fiumo et des Tisi et Naiac, qui nous rappelle aussi que nous ne sommes pas une périphérie en matière d'excellence. Je crois que c'est important de disposer aussi l'expression de nos inquiétudes dans la matière, parce qu'on se retrouve encore avec une question qui, bien que l'ODARC ait répondu sur la partie agricole, elle était d'autre part insuffisante. Donc on ne peut pas se contenter ici de parler de dotation globale horaire d'un établissement, du nord, du sud ou du centre, parce qu'on se mettait dans une position très simple, celle d'être otage d'une vision comptable et simplement à négocier quelques nuances à une carte scolaire et des formations qui, de par la loi, devraient nous incomber en grande partie. Donc, simplement pour vous dire que notre pays n'a pas vocation à subir, et de notre part il subit, à être donc quelque peu passif et surtout à appliquer finalement, à prendre acte des décisions d'un rectorat ou de Paris, au moment même où vous comme nous, pratiquement tous ici, aspirons à l'élargissement de nos compétences en terre à l'établissement d'une véritable souveraineté, y compris en la matière. Donc au moment où justement on parle d'une possible reprise d'une vraie discussion avec Paris,
où on nous met encore l'autonomie sur la table comme programme politique salvateur, l'entretemps que nous subissons se morfond et s'essouffle. Certes, on a appris par la bande, passez-moi l'expression, que le rectorat allait annoncer prochainement une dynamique immersive dans l'élémentaire. À la prochaine rentrée, on parle de 40 classes immersives élémentaires, ce qui est aussi une réelle avancée. Pour le reste, quid du CPER 2021-2027, quid de la convention langue-corse depuis 2016 et quid de la demande de mise hors norme de l'académie. Je ne parle pas du reste. Un certain nombre de motions de délibération ont été prises, qui se suivent, qui se ressemblent, légitimes, unanimes, mais sans effet véritablement probant. Donc à l'aune de ces discussions qui reprennent avec l'État, dans cette course, qui reste une course contre le temps et contre la mort, l'urgence passe peut-être par une concertation générale. La question, avant de la poser, une remarque aussi sur l'intitulé de la question, enseignement et formation. Ce sont deux mots qui ne s'arrêtent pas aux portes d'une définition réductrice, mais bien au contraire, deux enjeux qui se confondent. Et cette question, justement, elle interpelle à la fois l'avenir des compétences et au-delà des compétences, justement, l'exercice de notre souveraineté en la matière. Donc, quand comptez-vous engager ce chantier avec Paris ? Parce qu'il y a un chantier à engager avec Paris, c'est clair. Quand comptez-vous aussi ancrer durablement donc, cette question éminemment politique, vitale pour notre projet national, parce que c'est celle d'un projet éducatif et de la formation des hommes, au sens large du terme, qui sont pour nous des ferments incompressibles et non négociables de notre combat pour l'émancipation nationale. Merci. Presque 4 minutes, vous ne pourrez pas répondre. La parole à l'exécutif. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, avant de vous répondre, évidemment, je vous rejoins pour saluer le bon classement des établissements insulaires établi par le média L'Étudiant. Pour revenir à votre question, vous connaissez bien ces sujets en tant que conseiller depuis quelques années, mais également en tant qu'enseignant depuis un peu plus longtemps. Je souhaite me réengager sur la voie de la mise hors norme de la Corse sur le plan éducatif, comme nous l'avons évoqué en commission mercredi dernier. Je comprends le militant que vous êtes quand vous parlez de logique comptable du côté de l'État, mais vous savez bien, pour avoir occupé cette place, qu'en position de décisionnaire, c'est malheureusement la logique comptable et financière qui s'impose pour les moyens en effectif attribués par l'État aux établissements, et il faut une sacrée dose de conviction pour s'y opposer, ou plutôt pour faire cohabiter cette logique de responsabilité avec des objectifs politiques tout aussi pertinents et, j'allais dire, tout aussi responsables vis-à-vis de nos jeunes. Le projet éducatif que nous devons de construire doit offrir des formations adaptées pour une orientation et un parcours professionnel réussi. Nous devons dépasser ou savoir intégrer la logique comptable pour la mettre au service de notre projet politique. Vous évoquez les dotations horaires du ministère. Vous savez bien que ce dossier a été mis, vous l'avez rappelé, en lumière avec la mobilisation pour l'enseignement agricole. Et en réalité, ce fonctionnement concerne aussi bien l'ensemble des établissements scolaires. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je ne me permettrai pas de dire qu'il peut être amélioré, car il ne dépend pas de nous, vous le savez bien. J'entends les sujets que vous évoquez, vous parlez de formation, mais aussi de la langue corse. Sur ce sujet, je ne peux que regretter que des Corses disent aujourd'hui que des années ont été perdues depuis l'arrivée des nationalistes aux responsabilités en 2015. Je suis sûr que cette idée qui s'entend doit avoir un goût amer pour vous aussi. Pourtant, des choses ont été faites, et ce dès 2017, lorsque l'Assemblée de Corse a donné mandat au président du Conseil exécutif afin d'engager les négociations auprès du ministère de l'Éducation nationale relatives à la mise en œuvre d'un cadre normatif spécifique pour l'Académie de Corse. Et évidemment, cette discussion est menée dans le cadre du projet Autonomie. Mais l'entretemps ne se morfond pas pour autant, et l'objectif de la collectivité de Corse n'est pas celui de négocier des aménagements partiels ou transitoires sur une dotation globale horaire d'un établissement, du Chismont et du Poumont ou du Centre-Gours, et encore moins de subir les décisions de Paris. L'objectif de la collectivité est celui de construire un véritable schéma éducatif territorial de qualité dans le respect des compétences de chacun, afin d'être en capacité de proposer à chaque élève un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après l'école, du premier degré jusqu'à l'université, et ce, sur la base d'une approche pluriannuelle et multidimensionnelle, en mobilisant l'ensemble des acteurs concernés par l'éducation, l'orientation, la formation, et en intégrant un véritable parcours du jeune. D'ailleurs, un comité de gouvernance partagé a été mis en œuvre avec le rectorat afin d'évoquer à échéance régulière les questions de politique éducative, de vie des établissements, de la place de la langue corse ou encore le projet académique Scola 2030, dont le premier des 6 axes est d'instituer la langue corse en savoir
scolaire fondamentale, mais j'y reviendrai. Concernant plus précisément l'enseignement agricole, des mouvements sociaux ont eu lieu, vous l'avez rappelé, notamment dans le cadre de la dotation globale horaire, entraînant des inquiétudes sur la qualité de l'enseignement et les conditions d'apprentissage. La collectivité de Corse, vous l'avez rappelé, soutient fortement les 2 établissements agricoles et a engagé très rapidement un cycle de concertation nécessaire et indispensable avec le préfet de Corse et le ministère de tutelle. Les discussions sont toujours en cours. Au-delà de favoriser la concertation, une volonté commune de conjuguer les efforts pour l'émancipation et la réussite des élèves et de faire preuve d'intelligence collective et territoriale, un dialogue de gestion permanent est instauré avec l'ensemble des établissements de l'île. Ainsi, les modalités de calcul des dotations globales de fonctionnement ont été revues et corrigées en 2022 et un rapport a été présenté lors de la session d'octobre de la même année. Concernant la révision et la tarification des modalités de fonctionnement des services de restauration et d'hébergement des collèges et lycées de Corse, là aussi le chantier est en cours et je reviendrai devant votre Assemblée. La collectivité est aussi pleinement engagée dans la construction, la rénovation et la mise aux normes et l'entretien des 47 établissements scolaires de l'île. Chaque année, plusieurs millions d'euros sont investis pour garantir des conditions d'accueil, d'enseignement et de sécurité optimales pour les élèves et les personnels. Ces investissements se traduisent par des travaux tels que la rénovation par exemple de l'internat de Corte ou alors la création de pôles de sciences de la cité de Montésor, des collèges Orabone ou Baléone. Pour 2024, la collectivité a investi plus de 16 millions d'euros. Les projets les plus ambitieux par leur ampleur ou leur coût nécessitent quant à eux une ingénierie financière spécifique, d'où notre volonté de mobiliser les financements dans le cadre du PTIC et de la PPE. La collectivité reste pleinement engagée pour offrir à notre jeunesse des infrastructures éducatives modernes, sûres et adaptées aux enjeux actuels. Vous évoquez le développement de l'enseignement par initiée par le rectorat. Nous nous en félicitons. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la collectivité, dans le cadre de ses compétences, œuvre, et ce depuis 2022, au développement de la pratique immersive. En témoigne notamment le vote par cette Assemblée en juin 2022 sur le rapport relatif à l'immersion, une stratégie au service de l'apprentissage et la pratique de la langue corse. Vous m'interrogez sur les CPER 2021-2027, là encore, eh bien, celui-ci n'est toujours pas officiellement co-signé par l'Éducation nationale, mais nous avons proposé une maquette avec des investissements doublés et nous n'en sommes pas au stade de la maquette puisque depuis 2021, nous avons consacré 11 millions d'euros. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais la question était très longue, donc j'essaye de répondre à tout. Donc, 11 millions d'euros à notre projet de CPER Lingua Corsa, CPER qui a fait le choix de soutenir l'enseignement par immersion et autres particularités qui possèdent un volet sociétal dans lequel le choix de l'immersion est assumé. Nous soutenons également la démarche Scola Corsa. Nous accompagnons toutes les initiatives sérieuses en matière d'immersion linguistique et si l'engagement de l'Éducation nationale est d'ouvrir 40 classes immersives, voire plus, dans le primaire, sur tout le territoire, nous serons aussi, bien entendu, présents et partenaires afin de développer l'enseignement et la formation par immersion dans l'académie. Vous m'interrogez enfin sur la convention langue corse. Elle est discutée dans le cadre du comité de gouvernance partagé et là encore le président va copiloter avec le recteur l'axe 1 du projet académique instituer la langue corse en savoir scolaire fondamental avec une réunion prévue le 7 mai prochain. Je ne dis pas que la situation est idyllique en matière de santé linguistique, mais je sais que nous ne restons pas immobiles malgré la difficulté liée à l'absence de statut de la langue et le cadre juridique extrêmement contraint. Vous parlez de concertation et laissez entendre que vous êtes prêt à y prendre part avec tous les acteurs concernés. C'est une piste de concertation que j'ai proposée en commission la semaine dernière. Nous travaillerons donc avec les élus de la commission de l'éducation et celle des compétences législatives pour offrir à nos jeunes des formations adaptées comme cela est inscrit dans le cadre du pacte Diadjuintu. Votre question orale me permet d'officialiser notre méthode. Je pense enfin que le projet éducatif et de formation a tout de suite été engagé en 2015, d'abord par Josefa Giacometti-Pireda, puis par Antonia Lugiani, et également par vous-même sur le volet linguistique. Je ne vous rejoins donc pas quand vous demandez quand comptez-vous engager ce chantier. Si je vous rejoignais, ça serait faire offense à l'énergie que vous avez mise tous les trois dans ces dossiers, comme ça a pu être le cas avec la revendication de la mise hors norme portée par Madame Giacometti-Pireda. Toutefois, je vous confirme que je les porterai à mon tour avec les mêmes idéaux, car je pense que sur ces questions, nous, nationalistes, nous rejoignons. Je vous remercie. Harry Grazia, 7 minutes 20. Je n'ai pas voulu vous couper, mais je pense que c'est plus possible des réponses à 7 minutes 20, comme des questions à 4 minutes. Donc, Harry Grazia à tout le monde, divans sforzo, sinon, c'è mica sorte. Donc, la parole à Santa Duval pour le groupe Oussofiuno. Réactivation de la commission pêche. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, permettez-moi, au nom de notre groupe, de souhaiter la bienvenue à Elisa,
de féliciter notre ami. Et puisqu'on en est aux félicitations, féliciter aussi notre président de groupe, Jean-Martin, qui vient d'être grand-père de deux petites filles. Voilà. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, la pêche insulaire vit des moments difficiles. Pour en avoir discuté avec les pêcheurs, je me rends compte que depuis la suppression de la commission pêche, ils se sentent moins entendus, moins considérés, le ressenti d'être lâchés par les autorités territoriales. J'ai observé les difficultés des pêcheurs accablés par beaucoup trop de contraintes administratives. Être marin-pêcheur, ce n'est pas juste un métier, c'est une vocation. C'est passer près de 80% de son temps en mer, et ce, par tous les temps. Pluie, vent, tempête, tout ça pour faire vivre leur famille et pouvoir rembourser leurs crédits liés à l'achat des embarcations et du matériel nécessaire, avec l'obligation d'être en conformité avec les normes européennes et nationales. La colère et la lassitude grondent dans tous les ports méditerranéens, un phénomène amplifié en Corse, territoire insulaire, qui doit faire face à davantage de difficultés que les professionnels exerçant ailleurs sur le continent. Penchons-nous sur les licences en cours. On dénombre 151 licences de pêche, dont 144 petits métiers côtiers, 2 petits métiers du large, 5 chalutiers et 8 corailleurs. Ces chiffres montrent bien la baisse du nombre de pêcheurs, puisque les chiffres précédents dépassaient les plus de 200 licenciés. La filière est clairement en berne. Une parenthèse sur le rapport de gestion des ports de pêche voté l'an dernier, où l'on a su trouver un plan d'investissement d'environ 7,5 millions d'euros. Ce qui m'a marqué, c'est que sur ces 8 ports, il y avait 41 postes à quai pour les pêcheurs sur un total de 709 emplacements. Avec seulement 6% de postes réservés aux pêcheurs, on n'est plus sur des ports de plaisance que des ports de pêche. Oui, mais je reste convaincue que nous devons rétablir la commission pêche en proposant à tous les pêcheurs professionnels, toutes pêches confondues, d'y participer à nouveau comme précédemment, qu'ils y fassent part de leurs doléances pour qu'ensemble nous puissions établir des propositions avant de rendre et de soumettre ces conclusions à notre Assemblée qui statuera ensuite sur la définition d'un plan d'action adapté. Une initiative importante si on veut maintenir ce secteur d'activité économique à flot. Et je sais, en tant que fille et petite-fille de marins-pêcheurs, à quel point la pêche est une activité ancestrale. On pourrait même dire qu'elle appartient au patrimoine corse. J'aimerais conclure en disant non. La pêche, tout comme l'agriculture, ne relève pas du folklore. Leur travail, je dirais même de forcené, est de nous nourrir, nous et nos familles. A ringraziarvi per questa risposta. A ringraziarvi, dunque la parola all'esecutivo, Germane. A ringraziarvi, caro Presidente, cari consiglieri. Vi ringrazio per la vostra domanda. Vous l'avez dit et précisé à juste titre, la pêche professionnelle connaît partout des difficultés qui menacent effectivement sérieusement l'avenir du métier. Et cette situation constitue bien évidemment une préoccupation majeure pour le Conseil exécutif de Corse. C'est pourquoi l'année 2024 a été marquée par un cycle de réunions qui, j'en suis convaincu, a créé une dynamique nécessaire à la réflexion collective attendue par l'ensemble de la profession. En point d'orgue de cette démarche collaborative, permettez-moi de rappeler la séquence organisée, entre autres, le 6 mars 2024, par la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement de la Corse, en votre présence d'ailleurs, des représentants des groupes d'élus de l'Assemblée de Corse, des représentants des pêcheurs professionnels, comité régional des pêches, os Indigado a Divese et Pescador Rigorsi et les 4 prud'hommes. Toutefois, le Conseil exécutif, et je le réaffirme, est tout à fait favorable à la réactivation de la commission ad hoc consacrée à la politique de la pêche de la mer, bien évidemment. Toutefois, si cette commission pourra constituer un espace de dialogue institutionnel supplémentaire, il est à craindre que l'état actuel du droit, elle sera confrontée aux freins qui oblitèrent déjà le développement de notre pêche. Et vous avez évoqué l'acquisition des bateaux et le moyen de les rembourser et la difficulté que les pêcheurs peuvent avoir pour organiser tout ça. Si nous avons consent et travaillons avec l'Europe, ici, je suis assente dans ces problématiques. Fort de son expérience dans la gestion des dispositifs financiers dédiés à la filière, renforcée tout au long de l'année dernière, je rappelle que nous avons acté dans cette Assemblée 1 million d'euros destinés à la pêche et vous l'avez précisé. Donc, en effet, pour rappel, les pêches professionnelles sont gérées dans un contexte juridique international européen
et national uniformisé, j'ai envie de vous dire. À ce titre, pour répondre réellement aux besoins de nos pêcheurs, et j'en suis intimement convaincu que l'avenir du métier doit forcément s'inscrire dans une perspective qui concerne bien évidemment notre processus d'autonomie. La collectivité de Corse autonome devra défendre et promouvoir le principe d'une pêche réglementée, régionale, à l'échelle de l'île, et non pas au niveau de la façade méditerranéenne, et encore moins au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, via le Conseil maritime de façade de Méditerranée, qui comprend différentes typologies d'embarcations d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut pratiquer chez nous, qui sont non adaptées à la réalité écologique et économique de la Corse. Donc pour conclure, Madame la conseillère, si nous sommes favorables à la réactivation d'une commission pêche, je suis convaincu que l'avenir de nos pêcheurs dépend surtout de notre capacité collective à mener les chantiers structurants identifiés afin d'assurer un nouvel élan pour la filière. Ringraziabi. Ringraziabi. Dunque, abbiamo finito le nostre questioni a bocca. Bien entendu, je félicite notre collègue à mon tour, au nom de l'Assemblée, notre collègue et ami Jean-Martin Mondoloni. Babone di due zidelette, Giulia e Alba Maria. Dunque, veramente felice per elle, per tutta la famiglia e per l'arcibabone di noi, Monsieur Pellegrini. Donc, felicitiamo tutta questa famiglia, per questa gioia. Ci sono i momenti di gioia di noi e di noi di Ila. Dunque, mi va l'appello e dopo mi apre la sessione. Donc, Baroula, la nostra segretaria. Angeline Jean-Christophe. Antonini Daniel, représenté par Lucioni Don Joseph. Harry Guy Véronique. Battestini Sérène. Benedetti Paul Félix. Ok. Biquera et Didier. Bory Jean-Marc. Boromé Ivanine. Baudzi Valérie. Branca Marie-Claude. Caïtou Colli Paul Joseph. Pas de pouvoir. Campana Françoise. Casanova Servas Marie-Hélène. Capini Angèle, représentée par Christelle Combette. Cognetti Turchini Cathy. Colombagne Anna-Marie. Colonna Romain. Combette Christelle. Danzari Frédéric. Duval Santa. Fanny Muriel. Filippi Pedranto. Francisci Paoli Lisa. Galoni d'Istria Evelyne, représentée par Frédéric Dansard. Dionga Pierre. Giabicogne Jean-Charles. Giacometti Pireda Josefa. Guidoni Pierre, représenté par Cathy Cognetti. Le Beaumain Vanine. Le Mao Giansantu. Lucchini Jean-Jacques, représenté par Jean-Paul Panzani. Lucioni Don Joseph. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Sandra Marchetti, représentée par Anna Maria Colombani. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette, représentée par Hyacinthe Vagne. Georges Mel. Mondologne Jean-Martin, représenté par Marianne Pieri. Mosca Paola. Nivagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Piedinelli Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Pauli Antoine. Pauli Pierre. Ponce Vera Juliette. Potodibor Louis. Profiti Jean-Noël. Quastana Paul. Savelli Jean-Michel. Ah, pardon. Savelli Joseph, représenté par Muriel Fagne. Siatelli Jean-Louis, représenté par Jean-Michel Savelli. Sourba François, représenté par Pedranto Philippe. Terregui Charlotte. Tramogni Elisa. Tiberi Julia.
Valdrighi Hervé, Van Hyacinthe, Nciguera Alex, Polimaggi Charles. Ringraziavi. Dunque, la sessione è aperta e passo la parola all'esecutivo Presidente. Ringrazio, signor Presidente, cari amiche, cari amici, cari eletti. Prima non dice felice, ma le prime parole saranno di sicuro per accogliere in cui gioia Alba e Chiara Maria, o Alba e Giulia Maria. Giulia e Alba Maria, Chiara Maria di Amia, scusate, Giulia e Alba Maria, felicità. Zoaba, mamma, babone, mamone, arci babone e arci mamone, e siamo felici sicuro per un nostro collega amica Gianmartino Mondoloni. Allora, questa è la prima. Seconda, per felicità a nostra Presidente dell'Assemblea di Corsica, posto che oggi non è mica qui, perché chi ha avuto a fare un viaggio un po' lontano, ma è stata eletta alla Presidenza della Commissione delle Isole, di importante per l'isola in generale e per la Corsica in particolare. Rammento che Ciambagioni era stato il primo presidente, tempi andadoni, che dopo ha avuto l'onore di essere eletta a giro e che ora tocca a Presidente dell'Assemblea di Corsica, e dunque sarà l'occasione di rinforzare e di portare oggi le isole a un livello europeo e più specificamente a un livello mediterraneo per ciò che ci tocca. Dopo una parola forte per accogliere a Elisa Tramoni, una giovanotta, siamo fieri e felici di accoglierla nell'Assemblea di Corsica, faceva parte di questa generazione, questa leva nuova che giunge da tutte le parti, e per noi è importante, posto che abbiamo fatto di Adramandera un indiogo maggiore di Samandatura, di vedere che la gioventù piglia responsabilità, che lo sia dell'Assemblea o all'infuori, e ci toccherà a creare condizioni perché la possa portare tutto ciò che la ci può portare, sappiamo già, e voglio sottolineare qui che è di noi una maniera di presentarla che prima di darci la sua decisione ha riflettuto assai perché volia riflettere ella prima in sua famiglia, in cui le eletti e militanti, per sapere se avrebbe il tempo e l'agio per rapportare la sua vita personale, professionale, che è ricca, che sono ricche, da assumere le sue responsabilità. E all'ultimo di questa riflessione ha fatto una scelta che ci permette di accogliere oggi, e per conto mio sono particolarmente fiera a tempo di randatura intellettuale che ha condotto a questa decisione, e poi soprattutto a decisione di rispondere a favore della vostra presenza. Dunque siamo fieri e felici di accogliervi oggi e cercheremo di approfittare delle vostre competenze e di vostro sguardo nuovo. Ci rammentiamo per conto nostro, posto che abbiamo fatto la campagna elettorale insieme, d'un discorso non taurigoso di SBE mafiose e non volontà collettiva di gioventù corsa di campare nel nostro paese, di campare di noi di modo aperto nel mondo, e di campare di uso lavoro, cantando, riendo, viaggiando e poi facendo la scelta di costruire la sua vita in Corsica. E dunque la vostra faccata oggi qui in questa assemblea è di noi un soffio di speranza che ci rallegra a tutte e a tutti. Voglio di noi complimentare a Romano Colonna, che gli tocca oramai assumere la responsabilità della presenza di gruppo. Penso di noi l'abbiamo già fatta a Gian Biancucci, che ci deve guardare e che ci ha portato assai, e un dubito amico, caro collega, caro amico, che voi saprete trovare e forme che lo sia in delle relazioni interne al gruppo,
delle relazioni in cui il Consiglio esecutivo, ma di noi, di sicuro in cui gli altri gruppi, e trattando dell'opposizione, hanno una stonda importante per il nostro paese e la nostra istituzione, al momento in cui si riaprono per concludere, spero di modo positivo, sul processo che ci deve portare per una revisione costituzionale, speriamo, e per l'autonomia, speriamo di noi. Penso che saprebbe essere un puntello per questa di marcia collettiva che ci deve portare per dei giorni più appagati, più sereni e più felici. Avremo l'occasione di parlarne, ci sarà di noi da parte del Consiglio esecutivo un'epoca di proposte, per esempio, e per rispondere a un nostro collega amica Saverio Lugiani, non l'affare di a lingua, ad un'epoca di proposta a fare, non vogliamo mica vale senza la presenza della Presidente dell'Assemblea di Corsica. Avremo l'occasione di parlare in modo informale oggi e poi dopo faremo una riunione della Presidenza della Conferenza dei Presidenti perché vi posso sottomettere e proposte di maniera specifica per la lingua e poi di noi ad altri livelli, mi ero ingaggiato a farla e penso che lei è più che mai un momento. Ecco ciò che voglio dire è buone notizie, per notizie più tristi, per non so di dire qualche parola, non la sparizione di Ubaba. Voglio rammentare che abbiamo avuto, come tutti i mesi, la nostra parte e voglio avere una pensata per quelli che lavorano qui e che hanno perso a chi un babbo, a chi un figliolo, un fratello e dire a tutte queste famiglie dolorite che siamo a fianco a loro. Voglio rammentare a memoria di due corsi, due sportivi di prima drinca. Uno se n'è andato, penso stamane o qualcosa va, di Jean-Pierre Giordani, che era un attaccante di un Sporting di quell'epoca, della prima finale contro Marseille, nel 72, giocava all'Ala, manca, qualche volta all'Ala, qualche volta al centro. Per conto mio abbiamo le figurine ed era la più ricercata nella corte di ricreazione, era quella di Jean-Pierre Giordani. Dopo c'è stato di sicuro Zagic e Johnny Rep. E poi di sicuro parla di Albert Vanucci, una figura aiacina, veniva da una famiglia famosa, posto che c'era il suo fratello Florent Fiorello in Bastia, campione d'Europa di tiro o vigile, c'era Armand, che era un tercano di prima drinca, e tutti quelli che seguivano a Oxa si ricordano di suo combatto contro Sugar Ray Robinson, che era all'epoca un po' moyen senza barro, e poi c'era Albert Vanucci, che è stato un professionale che ha portato la CA al suo primo titolo di campione di Francia di seconda divisione, che l'ha permesso di giocare in prima divisione. È stato internazionale, è stato ritenuto in squadra di Francia a 2 riprese, e poi dopo alla fine della sua carriera di giocatore è stato un allenatore in Ajaccio, a Ugaz, e di noi come aggiunto alla CA, e dunque teniamo, posto che lo sport faceva parte della nostra vita collettiva, teniamo a salutare la sua memoria, soprattutto che di oggi, e dunque oggi per l'alleanza di nostra collega amico, di oggi sapete di Stefano Vanucci, che di oggi è il presidente della Lega Corsa di Ballò. Ecco, per i nostri, Papa Francesco di noi era un nostro, allora una lunga radio mica l'omaggio, ma penso che non possiamo mica iniziare questa sessione senza avere una pensata comune e collettiva. Se ne è andato e se ne è andato in pace. Penso che siamo più tristi che Ello. Ello ha avuto una vita di comunione, una vita di sacrificio.
di ricchezza, di noi, ricchezza morale, intellettuale, religiosa, e se ne è andato un pace. Prima un'ucciada, non so mica se ha avuto l'occasione di leggere il suo testamento, ha bussuto essere intarato e che a sua tomba sia, cido o testo, preparato nel luogo della navata laterale di Agapella Paolina a Roma. Allora, di Salus Populi Romani, un nostro Paoli a noi, ma di pensare che il Baba, che ha fatto la sua ultima visita in Corsica, per il suo ultimo viaggio all'infuori di Roma e di Vaticano, ad essere silpito da Agapella Paolina, allora che festeggiamo i 300 anni di Pasquale Paoli, e forse un'ultima ucciato che non ci ha bussato va. Di modo più serio, dice, scrive, o scritto è di 29 di giugno 2022, la soffrenza che si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita l'ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli. In 2022 era stradiato dalla malattia, e noi che l'abbiamo visto il 15 dicembre abbiamo visto che in questa giornata che è stata lunga, trabalzata, con assai gente, assai mondo, ha bussato essere disponibile per tutto ognuno, rispondeva a tutte e a tutti, baciava e dava benedizione ai giudici, ma si vede che lo stradiava. Io per conto mio, quando l'ho incontrato prima in qua presente, a 3 o 4 ore, poi dopo capo a capo a sera, ho visto un uomo che era marcato da malattia e stanco assai, ma firmava socio e suo sguardo, suo sorriso e sua intelligenza tamanta che ci ha marcato a tutti. Allora io voglio dire semplicemente qual è il Baba a diceranno meglio che noi i specialisti di religioni, ideologiani, storiani, giornalisti, tutti quelli che hanno qualità per commentare la sua opera. Era un Papa, era un uomo di noi, un sant'uomo, un uomo con i suoi sbagli, con le sue mancanze, con le sue imperfezioni, certi erano da consenti con egli, altri manca appena. Fu, mi pare, prima il Baba di Bori, secondamente il Baba di esclusi, di stradiati, di immigranti, di tutte quelle che, secondo la parola di Gabriel García Márquez, per quello saremo sempre isolati perché non hanno nulla e si rigusa a elli sino a pace e a tranquillità di su nulla. Era il Baba di popoli martoriati, stirpati da abbazia di Lomi e da unità di brabudenza religiosa, economica o politica. Era il Baba nella sua vita religiosa di Vergine Maria, la Madre Universale, ma era di nuovo Baba di a Madre Natura. È stato il primo Papa a mettere l'ecologia a cuore di sua riflessione. Era un Baba dell'esigenza, quello che un uomo, un'istituzione si impone a lui stesso, e modernamente il discorso che l'ha avuto davanti ai cardinali. Era un Baba di tolleranza, che ha citato un po' di atti di soggetti di società o considerati da sempre come tabù da Chiesa, penso per esempio all'omosessualità. Era un Baba dell'umiltà. L'umiltà, ha visto un ritratto di lui dove ha ginocchiato e bacia i piedi di dirigenti africani che sono in guerra e li bacia i piedi per chiamarli a fare pace. E infine dirà il Baba
di avradellanza tra l'uomo e tra i popoli. Le eseghie saranno sabato mattina, la collettività di Corsica sarà rappresentata. Penso che è normale che noi siamo presenti attraverso la persona che ci rappresenterà per portare l'omaggio pubblico di riconoscenza e di l'amore di Corsica e di un popolo corso per suo babbo. Non è mica solo, si tratta assai di laicità, di religiosità popolare. Io sono attaccato assai al fatto che ciò la spicca e a staccare il fatto pubblico e la religione, ma la laicità non è mica guerra contro la religione. Oggi i cattolici hanno perso il suo pastore, ma di un mondo sano, al di là della religione, che ha perso una figura tamanta e sarà un senso di nostra presenza per le eseghie di Papa Francesco. Ringraziavi, oggi presente, dunque abbiamo cominciato i nostri cartolari, dunque con il su verbale, dunque la diamette a uodo se non c'è mica rimarche. Donc est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des non-participations? Donc qui est pour? Unanimité. A ringraziabi, donc le procès verbal est validé. Donc après on peut passer quelques dossiers. Si l'exécutif veut nous faire des propositions. Donc on est prêt à, bien entendu, à s'adapter. Alors on peut passer le rapport 85 si vous voulez. Détermination des durées d'amortissement des immobilisations. Donc c'est le président Giovanni Angeli qui a la parole. Ringraziavi, Ojo Presidenti. Simplement un rapport technique et comptable qui consiste à l'application de la nomenclature budgétaire comptable M57 de la collectivité et la mise à jour de la durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles conformément aux dispositions de ce référentiel. Donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail, c'est une mise à jour du principe d'amortissement avec à la fois acter le principe habituel du prorata temporis et l'amortissement linéaire avec une durée d'amortissement qui est variable suivant l'utilisation et la durée des immobilisations. Simplement, il y a un ajout sur cette délibération qui ne figurait pas précédemment, c'est le traitement des biens à faible valeur simplement pour permettre à la fois réduire la charge administrative, faciliter le recensement et améliorer la lisibilité de l'inventaire. Ces biens à faible valeur pourront systématiquement être amortis sur une durée d'1 an. Donc les biens de moins de 1 500 € pourront être amortis systématiquement sur cette durée d'1 an. Voilà pour cette mise à jour, Monsieur le Président. Ringraziavi. Donc il y a un avis de la Commission des finances, Monsieur le Président du Bourg. Avis favorable, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. L'abstention donc du groupe Avancem. Qui ne participe pas? Non-participation du groupe Conifront. Qui est pour? Donc le rapport est adopté à ringraziabi. Donc si vous en êtes d'accord, on peut passer au rapport 108. Donc rapport relatif au missionnement de l'Office des transports de la Corse pour la réalisation d'études d'opportunité afin de mettre en œuvre des dessertes transfrontalières régulières sur les plans aériens et maritimes entre la Corse, la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie et la Tunione. Donc Monsieur le Président, l'Office des transports, vous avez la parole. Ringrazio Presidente, caro Presidente, caro consigliere esecutivo, cari consiglieri, ecco qui la presentazione di una domanda fatta dall'Ufficio di Trasporti di Corsica.
Dans la lignée d'une stratégie qui avait déjà été effectivement mise sur les rails dès notre arrivée aux responsabilités, nous reprenons cette feuille de route qui nous paraît aujourd'hui d'autant plus indispensable dans le contexte économique, social et culturel de la Corse, de pouvoir, par le missionnement demandé à cette Assemblée, à l'Office des transports de la Corse, traduire un cheminement juridique, économique, des priorités, pour donner corps concrètement à la réalisation. Quand je dis la réalisation, c'est essentiellement et surtout sous l'angle d'un service public maritime et aérien transfrontalier, donc sous le modèle d'une continuité territoriale transfrontalière, à la réalisation de cette continuité entre les régions précitées. Alors bien sûr, l'ensemble de l'aire citée ouvre le champ des nécessités d'études économiques juridiques à réaliser, mais dans le rapport, il vous est indiqué évidemment qu'il y a eu déjà du travail accompli qui permet d'améliorer notre vision sur la priorisation des enjeux. Je rappelle qu'en 2017, nous avions déjà été missionnés, donc c'était sous ma présidence, nous avions déjà été missionnés pour réaliser des préétudes, par exemple, sur le concept de métro aérien entre la Corse, la Toscane et la Sardaigne et la Ligurie. Donc cette préétude qui avait été réalisée par le bureau d'études aéroport de Nice nous avait permis déjà de définir une faisabilité en termes de type d'avion, en termes de fréquence, en termes d'horaire, en termes de tarifs. Et nous étions sur un lien quotidien recherché. C'est pour ça qu'on parlait de métro aérien. De mémoire, nous étions sur 3 allers-retours jour, 6 jours sur 7, pour Pise, Bastia, Ajaccio, Olbia, Cagliari, par exemple, qui conduisaient à des résultats qui étaient intéressants, puisque en termes de nécessité du service public, évidemment, il était aisé de démontrer qu'il y a une déficience du privé sur ces lignes. Sur le dimensionnement de l'avion recherché, on était plutôt sur l'Inter 42. Et sur le contenu financier, nous étions sur une contribution globale d'à peu près 1,5 million, 1,2 million, 1,5 million d'euros de contribution de service public à l'année, étant entendu, étant précisé, et ça sera le cas pour la suite, qu'on parle d'une contribution de service public qui est à mutualiser entre un groupement européen de régions partenaires, et non pas simplement par la Corse, et y compris avec des fonds européens dédiés dans le cadre d'une démarche proactive auprès de la Commission européenne. Il ne s'agit pas d'assumer sur fonds propres seule cette contribution. Donc on est bien loin, on était déjà bien loin, comparativement évidemment, mais même si ce n'est pas la même fréquence, la même capacité, le même contenu, des dotations nécessaires pour le bord à bord français par exemple, ou pour le bord à bord aller-retour, ce qui permettait déjà d'identifier un certain nombre de choses. Des démarches pour un groupement européen de coopération ont été initiées en 2017, puis en 2019 par Vaina Boromé qui a poursuivi ce dossier dans une communauté de vues. Et il faut dire les choses comme elles sont, et c'est indiqué dans le rapport, le principal source de blocage, pour l'avoir rencontré moi-même, était un blocage politique du côté de l'État. Et je ne le dis pas pour se défausser, je le dis parce que c'est la réalité. Nous ne sommes pas autonomes, nous n'avons pas la compétence, et pour réaliser un groupement européen de coopération territoriale, il faut l'accord des 2 États partenaires, même si les régions partenaires sont d'accord. Or, nous avons rencontré des réticences fortes à permettre d'engager ce dossier, de constituer un groupement européen qui serait donc l'autorité concédante de l'organisation de la ligne aérienne. Et puis demain, dans le même objet de compétence à mettre à ce groupement, des lignes maritimes, y compris quand on priorise le sujet des lignes maritimes. Je vais revenir dessus. Donc ce blocage politique a été important. Il était important, il s'est détendu à partir du moment, à partir de deux objets qui sont venus évidemment lisser les choses. Le premier objet, c'est la discussion sur le processus de Beauvau sur l'autonomie de la Corse, bien évidemment, et sur l'inscription méditerranéenne de la Corse dans ce contexte. Le deuxième sujet, c'est enfin la ratification du traité de droit public international France-Italie, dit traité du Quirinal, qui est intervenu après moult tergiversations fin novembre 21, qui bien sûr embrasse un champ beaucoup plus large que l'objet qui nous occupe aujourd'hui entre les 2 pays, puisqu'on parle d'un partenariat structurel et d'un traité qui est l'équivalent du traité, ou présenté comme tel dans le monde diplomatique, comme l'équivalent du traité France-Allemagne d'Aix-la-Chapelle dans la relation entre la France et l'Italie. Donc on parle de défense, on parle de spatial, on parle d'aérienne, et on parle de transfrontalialité, de comité transfrontalier. Et c'est sous cet angle-là, même si la Corse n'était pas citée dans le traité, ce que nous avions revendiqué à la fois en tant qu'élus territoriaux et parlementaires, que nous avons essayé de faire du lobbying. Et ce lobbying a permis, notamment nous,
en octobre 2023, lorsque nous étions représentés, le président du Conseil exécutif et la présidente de l'Assemblée y étaient, et j'y étais en tant que parlementaire, ce comité transfrontalier réuni sous l'angle du traité avec les 2 ministres concernés, qui réunissaient les villes et régions partenaires des 2 côtés, a permis d'officialiser la Corse, enfin, comme région transfrontalière, ce qui n'était pas forcément le cas. Quand je dis la Corse, c'est aussi la Sardaigne et les îles en général. Et aussi de mettre à l'agenda des comités de suivi du traité la question des connexions aériennes et maritimes entre les îles et les continents respectifs. Donc depuis lors, à chaque comité de suivi du traité, nous sommes sollicités sur l'avancée de nos travaux sur cette question. Donc ce qui change de paradigme entre avant et aujourd'hui politiquement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des réticences dans certaines hautes administrations, mais en tout cas, il y a un basculement, un paradigme nouveau qui s'est opéré et il faut saisir cette opportunité et occuper cet espace à plein. D'où la nécessité, évidemment, de missionner l'Office des Transports, d'une part. Alors, je vous rappelle que l'Office des Transports a droit constant aujourd'hui dans le Code général des collectivités de Corse, le Code général des collectivités territoriales, évidemment, est chargé de s'occuper de l'organisation de la continuité territoriale française, de l'organisation des ESP, de l'affectation de la dotation entre les lignes. Mais il peut être missionné sur sa compétence transport, sur d'autres objets, dont le transfrontalier. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de passer devant l'Assemblée de Corse pour ce faire, pour prendre toutes les initiatives politiques institutionnelles nécessaires, évidemment, mais aussi pour finaliser les études de desserte et les schémas. Et dans le schéma, il y a quelques pistes un petit peu de méthode qui vous sont proposées, qui sont de l'ordre de la réflexion, mais qui sont de méthode. D'une part, nous nous nourrissons évidemment des rapports de 2017, mais aussi en 2024, suite à la relance du traité, sous la présidence de Flora Mattei, des compléments sur le métro aérien qui ont été à l'interne réalisés par les services dans ce système. Mais nous nourrissons aussi des contextes maritimes. Évidemment que la priorisation dans le maritime aujourd'hui, c'est le sujet Bonivaz-Santa Teresa di Gallura, qui, je le rappelle, est sous compétence de la région autonome de Sardaigne aujourd'hui, c'est le cas. Donc il y a la nécessité évidemment de parler de transitoire par rapport aux ruptures de charge que nous avons aujourd'hui, même si on ne maîtrise pas politiquement, institutionnellement les choses. Et puis, il y a nécessité de fonder dans les études rapidement, dans un temps court, les modalités de gouvernance institutionnelle nouvelles à travers cette coopération de la ligne Bonivaz-Santa Teresa. Pour ça qu'il y a la question du GECT, voire éventuellement des hypothèses de sociétés publiques locales transfrontalières qui sont introduites par la loi 3DS aujourd'hui et qui peuvent faire l'objet d'une attention particulière en étude, à la fois sur Bonivaz-Santa Teresa di Gallura dans le maritime, mais qui pourrait faire l'objet aussi, pour des initiatives à créer et à étudier, du même traitement pour, par exemple, Bastille à Portoferraio et au Piombino. Et puis, il y a la question du groupement européen de coopération sur l'ensemble des autres objets, notamment l'aérien, en tant qu'autorité concédante, et des schémas aériens qui seraient peaufinés en termes quotidiens et hebdomadaires, puisque je reviens un peu en arrière. En 2017, il y avait des lignes quotidiennes proposées dans la première étude Ligurie, Toscane, Corse-Sardaigne, et puis il y avait le côté hebdomadaire qui était proposé dans la relation à Rome, mais depuis lors, il y a aussi l'initiative de la compagnie régionale qui aujourd'hui prend des initiatives sur Rome, donc c'est à l'aune de ces nouveaux contextes qu'il faudra réaliser les études, évidemment. Mais Rome fait partie, d'où la question du Lazio, qui est citée dans le rapport, d'un axe à conforter. Donc une priorisation dans le maritime à organiser, une priorisation d'études juridiques entre GECT et GPL avec les études de desserte à réaliser, dans le contexte d'aujourd'hui, évidemment, du traité, et de l'accompagnement dans le cadre de ce traité aussi pour l'obtention d'une obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est la mutualisation à proposer entre les gens partenaires qui doivent contribuer à cet effort de reconnexion aux côtés de la Corse. Mais c'est aussi les fonds européens, notamment dans le secteur transport, vis-à-vis de la Commission européenne. Et si, évidemment, nous avons la validation politique institutionnelle de l'Assemblée de Corse, des régions partenaires, mais aussi des 2 États dans le cadre du traité, il est évident que il est beaucoup plus facile d'obtenir les moyens de fonds européens nécessaires à l'organisation du service du moment qu'il aura été calibré maritime et aérien que si nous étions dans une période d'hostilité totale et sans cadre institutionnel global international. Donc voilà un petit peu de manière très générique la présentation de ce rapport. Évidemment, je serai à même de répondre aux questions. C'est un enjeu qui est un enjeu stratégique et historique important parce qu'il ne s'agit pas de faire une reconnexion saisonnière. Il s'agit de reconnecter de manière quotidienne à la Toscane, à la Sardaigne, à la Ligurie et au Lazio, la Corse. C'est-à-dire un enjeu qui est annualisation touristique, un enjeu qui est commercial, un enjeu qui est diversification du fret, un enjeu qui est culturel, linguistique, qui est universitaire, qui est étudiant. Donc nous sommes là dans un domaine où les transports
ne répond pas qu'à un seul objet, mais à plusieurs objets de reconnexion entre les territoires et de reconnexion avec les territoires avec lesquels nous avons une très longue histoire. Évidemment, des valeurs communes, culturelles communes, et où il y a nécessité. Je rappelle quand même, par exemple, à titre d'exemple, que la Ligurie et la Toscane, c'est 20 millions de touristes à l'année sur 10 mois. Voilà. Donc nous avons un bassin de vie touristique international, japonais, américain et autres, de 20 millions de personnes qu'on pourrait reconnecter en annualisation effective à 20 minutes de vol. À 20 minutes de vol. Et peut-être à 100 € aller-retour, parce que c'était le prix de l'époque. Nonobstant, évidemment, la question des taxes, qui est un sujet que j'ai abordé tout à l'heure, qui pourrait s'appliquer là aussi, donc il faudra en discuter. Mais voilà un petit peu la présentation générale que je voulais faire à cette Assemblée sur cet enjeu qui nous paraît un enjeu primordial. Je vous remercie. Donc il y a un rapport de la Commission du développement, si quelqu'un veut bien le lire. Un membre de la Commission du développement. Sinon, vous voulez dire à jouer. Vous voulez qu'on commence par la, peut-être par la Commission des finances, le temps que quelqu'un lise celui de... Oui, donc Monsieur le Président du groupe est désigné une personne pour lire le plan. Et donc on lit le rapport de la Commission des finances. Monsieur Potier-Desborgues. Merci Monsieur le Président. Donc Monsieur Jean-Michel Savé dit, rappelant que ce rapport était examiné lors du Conseil d'administration de l'Office des Transports, a demandé des explications sur le montage de l'opération et dont l'étude a priori va permettre d'affiner le montage, dont c'est l'objectif principal. Il a souhaité savoir si l'on va vers des obligations de service public, OSP, ou des appels d'offres, quels en seront les financements et si dans le cadre du traité du Quirinal entre la France et l'Italie, cette étude en vue des liaisons transfrontalières se situe dans cet esprit. Dans ce traité où il est question de coopération transfrontalière sur des bassins de vie, il s'est interrogé sur l'existence d'un réel bassin de vie avec de la mobilité et des trafics quotidiens en prenant l'exemple de Bastia et de Gênes. Sur le financement, Jean-Michel Saville, soulignant que le rapport prévoit que l'OTC puisse gérer cette opération dans le cadre de ses compétences principales et annexes, a rappelé que l'Office disposait d'une ligne budgétaire consacrée aux études d'environ 1,5 million d'euros et qu'il conviendrait par conséquent de se servir de ces crédits pour financer ces études. Monsieur Jean-Félix Aquavive, président de l'Office des transports de la Corse, a précisé que la majorité territoriale avait des hypothèses à privilégier, comme le groupement européen de coopération territoriale, suite aux expériences de 2017 et 2024. L'étude a vocation à parcourir l'ensemble du sujet, comme la gouvernance juridique des appels d'offres, la détermination de la véracité du service public sur les lignes concernées, l'identification de la priorisation des lignes, que ce soit sur l'aérien ou sur le maritime, leur montage, leur fréquence et les capacités, ainsi que les compensations nécessaires. Elle a aussi vocation à déterminer les sources de financement, et des financements ne se feront que sous la forme d'une mutualisation partenariale des régions partenaires auxquelles s'ajouteront des crédits européens dédiés dans le secteur des transports. Le président de l'Office des transports a indiqué que concernant la notion de bassin de vie, le maritime transfrontalier avait été reconnu par le comité transfrontalier de Turin d'octobre 2023 comme un objet transfrontalier. Le maritime transfrontalier ne concerne pas que la Corse, puisqu'il s'étend jusqu'en Sardaigne et même en Sicile, et les îles et les territoires ont été explicitement inscrits à l'agenda de ce comité comprenant les États partenaires, présidé par un préfet par pays, à l'ambassade des Affaires étrangères. M. Jean-Félix Aquavive a rappelé que cette opération s'inscrivait dans un cadre fixé et décidé, qu'elle a été insérée dans le traité du Quirinal et qu'elle a été abordée lors du comité de Nice. Il fait observer que pour des financements, il fallait explicitement et juridiquement une décision de mise de compétences donnée par la collectivité de Corse pour son assemblée délibérante. Quant aux 1,5 million d'euros évoqués par Jean-Michel Savé, le président de l'Office des transports, a précisé qu'ils étaient liés aux assistances à maîtrise d'ouvrage et que pour ce qui concerne cette étude, il convenait d'avoir une ligne budgétaire dédiée et accordée par la collectivité de Corse par délégation. L'avis de la Commission, 3 non-participations, Avancem ou Sofionovo Corifront et un avis favorable, FAPO. Merci Monsieur le Président. Donc Jean-Paul Panzani pour la Commission de développement. Merci Président. Observation des commissaires donc à la question de la présidente Nadine Evadjione qui souhaitait connaître la durée des études. Messieurs Jean-Félix Aquavive et Jean-François Santon ont précisé qu'une fois déterminées, les modalités de leur séquençage pour tenir compte notamment des priorités, exemple de la ligne Bonivaggio-Santa Thérèse, les conclusions pourraient être connues en fin d'année 2025.
Après avoir observé que le projet d'échanges commerciaux liant la Corse à ses voisins méditerranéens constituait un projet ancien et une fois rappelé les incertitudes liées à un contexte économique international mouvant et incertain, M. François Sorbe s'est félicité du lancement des études qui interviennent à point nommé pour envisager enfin différents échanges commerciaux tant au niveau aérien que maritime. Il est estimé que ces échanges ne pas de bénéficier aux deux îles tant du point de vue économique que social et culturel. La présidente Nadine Ivadjione a indiqué partager pleinement la vision de M. Sorbe, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts en matière d'échanges commerciaux pour s'inscrire dans le développement économique. Elle a salué l'initiative qui consiste à renouer avec un projet qui, durant les 10 dernières années, a toujours été effleuré sans jamais se concrétiser et s'est ainsi réjoui de l'opportunité offerte par le contexte particulier du traité du Quirinal. Madame Marie-Thérèse Mariot a souhaité voir préciser si les études consistaient à confirmer l'existence des besoins sur différentes lignes aériennes et maritimes et connaître le montage juridique opérationnel et financier envisagé. Monsieur Jean-Félix Aquavive a précisé que les études avaient vocation à déterminer la nature du GECT, d'une part, les lignes sur lesquelles il devra porter, d'autre part, tenant compte de priorités déjà identifiées, métro aérien, liaisons maritimes, Bonivaz et Santa Thérèse notamment. Il a ajouté que les études intégreraient également les volets tarifaires, économiques, juridiques et financiers, tout autant que les questions liées à la fréquence ou encore au type d'avion. Sur la question du financement, il a indiqué que la mobilisation de fonds de coopération européenne serait recherchée tout autant que la mutualisation des fonds propres des régions partenaires, la collectivité de Corse n'ayant pas vocation à financer seule les lignes. Monsieur Jean-Jacques Louquin a tenu à féliciter le président de l'Office des transports de la Corse pour l'initiative de relance du projet. Il a souligné l'obligation d'agir, la question de son opportunité n'étant plus d'actualité, comme en témoignent les échanges commerciaux existants avec la Sardaigne, achat de semences par exemple, ou encore l'existence d'une réelle demande dans le domaine de la formation, certains étudiants ayant fait le choix de faire leurs études en Sardaigne, études de médecine vétérinaire. Il a indiqué voir dans ce qui est proposé une réelle réciprocité des bénéfices dans différents domaines et s'est dit particulièrement favorable à la conduite de ce projet. Avis de la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport, non-participation des groupes Unsofiuno et Avancem, absence du groupe Corinne Front et de Madame Josefa Giacomet de Piré d'un non-inscrite. Voilà, Monsieur le Président. Donc, il y a un rapport de la Commission des Affaires européennes, Madame Paola Mosca. À l'issue de la présentation du rapport par M. Jean-Félix Aquavive, les commissaires ont formulé les observations suivantes. Remerciant Monsieur le Président de l'Office des Transports pour cette proposition, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse a rappelé, concernant une île, l'importance de la connectivité, à défaut de laquelle tous les projets portés en matière de coopération auraient de grandes difficultés à aboutir, qu'il s'agisse de mutualisation, d'ouverture internationale ou encore de tourisme. Par ailleurs, elle a fait observer dans le cadre des orientations récentes retenues par la Commission que la question du transport était aussi importante et associée à une logique de décarbonation. La présidente de l'Assemblée de Corse a indiqué également au commissaire que le comité de suivi des fonds européens de Cagliari avait pu procéder à des réallocations entre grandes priorités stratégiques du programme Interreg Maritimo et préciser qu'à ce titre, il sera possible de financer des études prospectives, notamment sur la question des transports, mais également des études à des fins d'analyse de gouvernance. En réponse, M. Jean-Félix Aquavive a souhaité remercier Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse sur les questions des fonds dédiés éventuels, en ce qu'il permettrait déjà de parler d'un projet avec des partenaires et de l'existence, tant sur les études opérationnelles que sur la question des gouvernances juridiques, d'un début de mise en œuvre grâce à un financement partagé lié au programme Interreg. La Commission a émis un avis favorable sur ce rapport, non-participation des groupes Unsofiuno et Avancem.
Ringrazio. Donc, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Paul. Merci, Président. C'est une très bonne vieille idée qui date depuis un bon moment et qui semblerait se concrétiser en ce moment. Mais il y a plusieurs problèmes qui ont été évoqués et ils sont loin d'être réglés. Par exemple, on attend des études. Est-ce que ces études vont permettre, je suppose que oui, de déterminer les taux de remplissage aérien à partir desquels on pourra déterminer un seuil de rentabilité, à partir desquels on pourra déterminer ce qui manque, qui sera prélevé sur la continuité territoriale, entre guillemets, internationale. Pareil pour le fret. Étant bien entendu que pour le fret, on va être davantage une région importatrice qu'exportatrice, comme c'est le cas déjà avec le continent français et avec d'autres. Donc et ensuite se pose le problème du financement, parce que là, c'est des financements de sources multiples. Il y a l'Europe, il y a les régions concernées, il y a la collectivité de Corse qui ne permettra pas à elle toute seule, et puis ce n'est pas souhaitable d'ailleurs, et qui n'a pas les moyens de financer ça. Alors quand on voit les difficultés qu'on a avec l'enveloppe de continuité territoriale du bord à bord, je pense que ça va être un gros travail. Alors, combien de temps ça va pouvoir durer? Ce n'est pas une critique, c'est une question. Hein. Combien de temps toutes ces négociations vont durer? Est-ce qu'il est possible de trouver un arrangement, je n'en sais rien, entre les régions, l'État, l'Europe, etc. Donc je pense que c'est une très bonne idée, mais qu'il va falloir pas mal de temps pour régler tous ces problèmes. Donc, ok, c'est bon, c'est un bon rapport, mais un certain nombre de problèmes ne sont pas réglés. Et sur les études, qui ne donnent pas encore les informations nécessaires, et sur les financements, qui là est encore loin d'être bouclé. Mais bon courage. Pour tout le monde, pas que pour vous. Ringrazio. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Romain Colonne. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, ma qualité de nouveau président FABO pour l'INSEM, de saluer l'arrivée d'Elisa, de saluer l'ensemble des collègues, vous remercier pour vos messages et in particolare i presidenti di gruppo, potete contare non da me, che la SIPI in questa conferenza di presidenti o in altre istanze di nostra istituzione, Elisa, sia de benvenuta qui in Taiwan che di Vapopolo insieme. Non sta su soggetto, io vicepresidente, voglio semplicemente in un prolungamento di ciò che ha detto il consigliere esecutivo Gianfelice Acquaviva, che su cartolare ha un'importanza politica tamanta. On a deux solutions, me semble-t-il, pour aborder ce type de dossier. Soit on rentre par le biais technique et par le biais budgétaire, exclusivement technique et budgétaire, et on va arriver à la conclusion qu'il y a des difficultés à surmonter. Et du coup, ces difficultés-là peuvent éventuellement entamer notre enthousiasme quant au fait de faire aboutir ce type de dossier. Moi, je crois que, et vous l'avez fait, Monsieur le Conseiller exécutif, il faut poser la question d'abord et exclusivement d'un point de vue politique. Est-ce qu'il y a une opportunité politique à porter ce type de dossier-là pour la Corse, pour les intérêts de notre peuple, pour les intérêts des jeunes? Il y en a beaucoup dans les tribunes aujourd'hui pour leur déplacement notamment. On répond à cette question oui ou non. Est-ce qu'on a intérêt à ouvrir les lignes aériennes et maritimes de manière régulière au sein du bassin méditerranéen? Si on répond oui à cette question, alors on doit techniquement, financièrement, décliner des solutions et non pas commencer par les possibles problèmes qui seraient devant nous. Est-ce qu'on a économiquement intérêt à porter ce dossier? Oui. Est-ce qu'on a culturellement intérêt à porter ce dossier? Oui. Est-ce qu'on a linguistiquement intérêt à porter ce dossier? Oui. Est-ce qu'on a universitairement intérêt à porter ce dossier? Oui. Et on pourrait encore décliner les choses. Donc, à ce stade-là, d'ores et déjà, vous dire que nous, on vous accompagne tout à fait favorablement, au-delà du simple fait qu'on soit dans la majorité, parce qu'il y a une réelle plus-value
politique à porter ce type de dossier. Rappelez, pour toujours rester dans le champ politique du dossier, il y a encore quelques mois, moi je me rappelle quand on parlait du traité du Quirinal, il faut se rappeler quand même que la Corse n'était pas mentionnée dans le traité et était exclue du traité. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, monsieur le conseiller, on a quand même un traité international d'une importance capitale qui mentionne spécifiquement la Corse comme une cheville ouvrière et un pont au sein de la Méditerranée. Donc je pense que, et ça c'est sous l'impulsion notamment du président de l'exécutif, de la présidente de l'Assemblée et des députés dont vous étiez à l'époque sur ce dossier en particulier. Donc ça, je crois que politiquement, on ne se rend pas bien compte encore de l'importance capitale que revêt possiblement le traité du Quirinal. Dire aussi, rappeler les écritures constitutionnelles, alors qu'ont pas encore été validées d'un point de vue parlementaire français, mais les écritures constitutionnelles consacrent quand même l'existence d'une communauté, en parlant du peuple corse, avec des intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne. Donc à partir du moment où on a des intérêts propres liés à l'insularité et à la Méditerranée, qui, je l'espère, et on va tout faire pour, vont être consacrés au plus haut niveau de la loi française dans le texte constitutionnel, on peut difficilement ne pas envisager que la Corse ait des relations pérennes, durables et quotidiennes avec les îles méditerranéennes et le continent italien et demain, pourquoi pas avec la Catalogne par exemple et avec l'Espagne dans ce cadre-là. Donc véritablement, nous nous félicitons de cet engagement et nous ne doutons pas une seule seconde de l'énergie que vous y mettrez pour porter à bien ce dossier. Il nous reste 3 ans de mandature. Vous avez quelques mois pour mener les études et nous serons à vos côtés pour déjà avoir toutes les réponses qui viennent d'être posées, qui sont tout à fait essentielles, que vient de poser notre collègue Paul Coastal, mais d'ores et déjà, on voulait vous féliciter et vous encourager à mener à bien ce dossier-là. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre Président a insisté sur l'aspect très politique de ce dossier. Je voudrais rajouter un aspect peut-être plus économique et faire un lien d'ailleurs avec la question de notre collègue Pierre-Paul sur la cherté de la vie. Aujourd'hui, un des problèmes qui se pose à la Corse et aux consommateurs corses, c'est d'être otage de systèmes d'organisation de la distribution, notamment de la grande distribution, qui font appel à des centrales d'achat continentales et des liens uniques entre le continent français et la Corse. Plus nous ouvrirons nos lignes à la concurrence envers d'autres pays, plus les produits d'autres pays pourront venir être distribués en Corse. Ouvrir les lignes, c'est probablement un des actes forts de diminution des prix et d'ouverture à nos consommateurs d'autres produits. Ça, c'est le premier élément, et qui est un élément, à mon avis, fort de ce que préconise ce rapport. Deuxième élément, ouvrir des lignes, c'est aussi ouvrir économiquement à nos producteurs la possibilité d'exporter. Je refais le lien avec la question orale de notre collègue Dangeau tout à l'heure et sur la réponse qu'a fait le président de l'Office des Transports. On a multiplié par 4 le volume des exportations depuis 5 ans, par 4. Et donc, plus nous aurons de lignes, plus nous pourrons exporter nos produits. Et exporter nos produits, ça veut dire augmenter notre production locale, être moins dépendant et faire en sorte aussi que les produits produits en Corse soient moins chers que les produits ailleurs. Et enfin, bien sûr, il y a le lien avec le tourisme et le fait qu'être connecté à des hubs qui représentent plusieurs millions de touristes
sur l'ensemble du bassin méditerranéen permet aussi de mieux organiser notre tourisme. Donc, cette étude qui sera lancée et sur laquelle des déclinaisons pratiques sont attendues rapidement, ça permet de construire des ponts et je crois que plus nous construirons des ponts, plus nous construirons la Corse de demain. Henri Graziabi, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Madame Terregui. Oui, merci Président. Oui, nous avons là un rapport d'une grande importance puisqu'il touche les transports et pour une île, les transports, c'est vitaux. Et il ne peut pas y avoir d'échanges intéressants dans tous les domaines tant que nous n'aurons pas résolu ce problème des transports. C'est donc un rapport qui est indispensable. Il rejoint le traité du Quirinal qui concerne absolument tout le bassin méditerranéen et dont la Corse, bien évidemment, a toute sa place et toute son importance. Elle a besoin d'y rayonner, elle a besoin d'y trouver sa stabilité. Donc c'est quelque chose qui nous paraît plus que positif. Ça rejoint également l'achat de flux, ce rapport achat rejoint l'achat de flux pour lequel nous avons voté favorablement, qui est une innovation en matière de transport. Il devait être opérationnel en avril, voilà. Ils ne le sont pas. Peut-être pourrez-vous nous répondre pourquoi aujourd'hui. Ceci dit, nous savons que le ministère des Transports lui-même a été fort étonné de cette belle initiative et on a été presque jaloux. Donc peut-être que le blocage vient de lui. Nous, on en conclut que oui, cette petite île peut encore étonner le monde, hein, puisqu'on a eu là une idée très innovante. Voilà, donc c'est un rapport qui nous paraît très intéressant pour la place de la Corse, c'est un rapport qui nous paraît très intéressant pour les échanges, quels qu'ils soient, ils ont été mentionnés, culturels, universitaires, économiques, touristiques. Par contre, moi je vais rejoindre Paul Quastane sur ces dires, effectivement, ça manque un peu de précision sur les méthodes, sur la méthode, ces études vont aller jusqu'où, vont porter exactement sur quoi. On peut être aussi étonné que vous ne mentionniez pas comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie, qui a déjà beaucoup travaillé sur tous ces sujets et qui a sûrement beaucoup d'éléments à vous apporter. Elle aurait d'ailleurs pu peut-être même vous apporter quelques finances pour vous aider à aller au fond de ces études. Mais je suppose que vous ne les oublierez pas au moment de la conclusion. Voilà, donc nous attirons votre vigilance surtout sur les échanges économiques. Un échange économique, pour être positif, il doit être équilibré. Il est évident que nous avons un très grand retard par rapport aux régions du pourtour méditerranéen et notamment les régions italiennes. La différence de prix qui est pratiquée est là pour nous prouver qu'il y a un gros travail à faire pour que cet échange économique ne soit pas au détriment de nos commerçants et de notre industrie. Il faudrait être très vigilant sur ce point, mais on n'en est pas là puisque je suppose qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. On est là aujourd'hui que pour voter, pour vous donner la possibilité de lancer des études pour arriver à cet objectif. Voilà, donc moi je suis très partisane pour que la Corse trouve sa place en Méditerranée, parce que nous savons que la géographie de la Corse va déterminer sa politique et son avenir. Nous savons que les échanges sont vitaux et que l'isolement casse toute stabilité. Il est donc impératif que ces échanges se fassent, perdurent et trouvent une solidité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, monsieur Jean-Michel Savé. Oui, merci Président. Bon, c'est un sujet qui effectivement anime les débats. On n'est pas tous forcément d'accord sur le détail. Moi, je pense qu'il faut dissocier deux problématiques. Il y a une problématique qui est prégnante, c'est la problématique des liaisons entre la Corse et la Sardaigne. D'accord ? Là, on est face à du concret, des liaisons qui existent depuis des décennies, qui ont du mal à se développer pour une absence de marché, parce qu'on sait qu'entre deux îles, les marchés sont très réduits. Il y a des tentatives, bon, il y a la ligne Bonifacio-Santa Thérèse, qui est la principale, où on connaît là, les interruptions de service qu'il y a eu depuis le début de l'année, avec des navires qui sont très anciens.
qui ne sont pas forcément tout à fait équipés pour prendre la mer quand le détroit de Bonifacio se déchaîne un petit peu. Et il y a aussi des initiatives privées, hein, notamment entre Ajaccio et Porto Torres, entre Porto Vecchio et Golf Aranci. On est, sur ce coup-là, on est vraiment dans la coopération transfrontalière au sens de l'Europe. D'accord. Que dit l'Europe? Que disent les textes européens sur la coopération transfrontalière? Ils disent que c'est de la coopération sur un certain nombre de services, d'échanges, etc., sur des bassins de vie. Et la notion de bassin de vie, elle existe en droit français, enfin en droit du français, mais elle existe aussi au niveau de l'Europe. D'accord. Bassin de vie, c'est quand on a des besoins au quotidien, des besoins récurrents au quotidien. On n'est pas dans le transport, on est dans la mobilité. D'accord. C'est pour ça que, comme on est dans l'esprit de la mobilité, pas du transport, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'aérien. Que ce soit l'article 10 du traité du Quirinal, d'accord, comme les textes européens, je n'ai pas trouvé l'aérien. C'est pas que je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé. On parle de mobilité et l'aérien n'est pas... on ne peut pas dire que l'aérien soit de la mobilité. L'aérien, c'est quand on a des distances de 300 à 400 km, on n'est plus dans l'esprit de la mobilité, on est dans l'esprit du transport. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc moi, je pense, il faut se focaliser sur ces lignes-là. Santa Duval est là, elle pourrait en parler elle aussi par rapport aux liaisons entre Propriane et la Sardienne. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Deuxième point, je l'ai déjà évoqué, vous parlez d'OSP. D'accord. Entre notamment, je vais prendre un exemple, je vais forcer un peu le trait, je vais prendre notamment le cas de la Corse et la Toscane, et notamment un Bastia-Livourne. Si demain, vous arrivez à convaincre, ce qui est possible, vous avez une force de persuasion dont personne ne doute, mais si demain vous arrivez à convaincre l'Europe qu'il y a un besoin de service public entre Bastia et Livourne, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir la boîte de Pandore. C'est très bien, ce serait une bonne chose. Si demain Bastia-Livourne, quelle que soit la compagnie, peut être financée avec des fonds européens, il n'y a pas de problème. Mais j'attire votre attention sur ça, parce que je pense que ça peut être un problème qui avait eu de se poser. Donc voilà, l'intention, je dirais, on ne va pas la critiquer, parce qu'effectivement, de développer des lignes, c'est toujours bon, d'accord. Sauf qu'il faut aussi penser que même si c'est financé, on est sur des marchés très très réduits. Je crois que la première étude GECT de 2017 l'avait mis en évidence. Il n'y a pas de marché entre des îles, et encore moins entre la Corse et l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est 35 000 personnes, d'accord, dont la moitié de l'île se vide tous les jours pour aller travailler sur la terre ferme. D'accord. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'on a un vrai besoin, je répète, Bonifacio Santa Thérèse, enfin, Sud-Corse, Sardaigne, et ensuite, essayons de créer quelque chose, mais tout en restant dans l'esprit européen, parce que sinon on ne va pas y arriver. Soyons un peu plus réalistes. Je vous remercie. Oui, Paul Félix Benedetti. Bon, les études, c'est bien, mais ça reporte. Et de report en report, on va arriver à une mandature qui va être plus dans la contemplation que dans l'action. Moi, je suis favorable aux études, mais ce que je voudrais, c'est qu'on ait aussi la prise en compte de toutes les études antérieures qui concluent à des nécessités. Entre autres, et je rejoins ce qu'a dit mon collègue Savelli, la priorité, c'est la liaison Corse-Sardaigne aujourd'hui. Elle est à l'abandon, elle n'existe quasiment plus par défaillance de l'opérateur sarde. Et je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est de ne pas attendre les conclusions à la fin de l'année 2025 d'un rapport dont on connaît avec certitude le contour, en tout cas les conclusions certaines, c'est de demander la validation du GECT et de ne pas perdre de temps. Pour faire l'exposé des motifs, cher Jean-Félix, je pense que vous avez très largement la compétence et la connaissance du sujet pour pouvoir le faire. On n'a pas à attendre l'année 2026 pour attendre la fin du rapport, pour dire on va faire les demandes, on va demander les décrets, on va les faire promulguer. Sinon, on va se retrouver encore dans un scénario bis repetita où l'État français, par opportunité ou par défaillance, va jouer le temps pour qu'on fasse rien. Aujourd'hui, il y a des liaisons économiques qui ne se font pas. Il y a toute une richesse qui est niée parce qu'on n'a pas d'échange transfrontalier.
Et on doit en faire une priorité. On ne peut pas accepter que ce soit l'initiative privée qui, en ce moment, avec ICNUS, où vous avez un collègue dans vos rangs majoritaires qui connaît bien la chose, qui se substitue à la défaillance de la MOBI. On ne va pas attendre. Et je pense qu'il faut même commencer à prospecter, si on admet qu'il y aura un GECT validé, qu'il y aura un appel d'offres, c'est de commencer à prospecter où on va trouver le bateau. Parce qu'il faut 3 ans pour le construire. C'est des bateaux de niche. Un bateau de 100 mètres qui peut être habilité Bonifacio ou Santa Thérèse, ça ne court pas les rues. Donc si on va se faire un projet à 10 ans et dire on fera, ouais, c'est ferro. Mais à un moment donné, il faut qu'on rentre dans le concret. Ensuite, sur les liaisons, toujours dans les liaisons transfrontalières maritimes, il y a eu un paquet d'études. Moi, il y a une logique que je voudrais vous opposer. C'est les bateaux dormants que nous avons et que nous payons. À Bastia, de 7 h du matin à 18 h le soir, il y a un bateau qui a postaqué à l'année. Pourquoi il ne va pas sur l'île d'Elbe et pourquoi il ne fait pas Piombino? Pour faire au plus court, pour être certain qu'il puisse faire l'aller-retour et revenir embarquer les camions à 16 h l'après-midi ou à 17 h. Pourquoi on a un bateau qui dort à Propriano? Là, c'est 2-3 jours par semaine seulement. À Ajaccio, il y est tous les jours. Et on ne va pas à Porto Torres. Pourquoi on ne regarde pas, avec les opérateurs aujourd'hui, quelles sont les modalités pour expérimenter quelque chose, pour les inciter à le faire, pour trouver la clé de répartition, pour que cette chose-là, qui n'a rien à voir avec la DSP pour laquelle on leur a accordé des subsides conséquents, mais qui ont permis de payer ces bateaux. Un bateau, c'est fait pour naviguer, ce n'est pas pour rester à quai. Hein. C'est fait pour libérer des places de port, surtout en été, où on dit que le port de Bastia et le port de Propriano sont saturés. Peut-être qu'on pourrait avoir, pendant le moment où ils s'en vont, un autre bateau qui arrive et avoir un peu plus de flux, que ce soit des flux de marchandises ou des flux de passagers. Tout ceci, moi, je veux bien l'étude, mais j'aurais aimé presque avoir un cahier des charges, savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Sur les avions, pourquoi Air Corsica a un ATR 42 qui fait du cabotage français entre toutes les bases d'Airbus Industrie? Pourquoi on n'expérimente pas un cabotage insulaire qu'on essaye de faire, par exemple, pour faire au plus court, très souvent, une expérimentation sur quelques mois sur un Figari-Olbia. Mais oui, on ne fait pas un système de charter, on fait un système d'aller-retour avec des fréquences qui sont au moins biquotidiennes pour qu'on puisse créer et susciter des échanges commerciaux. Aujourd'hui, celui qui part en Sardaigne, il ne sait jamais quand il revient. Et il ne sait même pas quand il part. C'est la roulette russe. Donc, Jean-Félix, les études, oui, mais rapidement un GECT. Et une ligne, savoir où on va, qu'est-ce que vous voulez faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je donne la parole. Ah, pardon, don Joseph Lucioni. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Conseil exécutif, chers collègues, rien à ajouter à ce qui a été dit par un certain nombre d'orateurs, notamment le Président Colonne et Alex Vinciguer. On a conscience de la dimension stratégique de ce rapport, je ne reviens pas dessus. Simplement, on a d'un côté, et c'est normal, un certain nombre de demandes et d'interrogations pour aller plus vite, notamment dans la concrétisation d'un projet qui est un projet stratégique pour nous, mais sur lequel la majorité territoriale et les conseils exécutifs successifs depuis décembre 2015 sont irréprochables, puisque c'est le blocage, vous l'avez dit, monsieur le Conseil exécutif, de l'État français en tant qu'État membre de l'Union européenne qui n'a pas signé le projet de GECT qui a conduit à une situation d'immobilisme. En la matière, la collectivité de Corse, et avant la collectivité territoriale de Corse, ayant fait pour sa part du chemin. Premièrement. Deuxièmement, on a un nouveau contexte. On a un nouveau contexte, vous l'avez dit, il y a ce traité du Quirinal qui est un traité de droit public international, qui a valeur, certes, infraconstitutionnelle, mais supralégislative. Il est supérieur à la loi française, et au plan du droit, ce n'est pas neutre. Et à cela s'ajoute, et ça a été dit par le président Colonne, le projet d'écriture constitutionnelle, et on voit toute la nécessité d'une autonomie opérationnelle au service de la Corse et de ses politiques publiques, puisque lorsqu'on parle de l'insularité méditerranéenne et des intérêts propres du peuple corse, à travers notamment la communauté dans le cadre du projet de texte constitutionnel,
on ouvre un certain nombre de voies dans la loi fondamentale qui est le sommet de la hiérarchie des normes françaises et donc qui peut générer un certain nombre d'effets leviers, y compris pour les politiques publiques en matière de transport. Donc bien sûr, nous vous accompagnerons, d'autant que le pas d'études est assez court, monsieur, le pas de temps est assez court pour les études. On est sur des délais de fin 2025, début 2026, et par ailleurs, on a quand même besoin de ces études parce que, notamment, il y a des inquiétudes, des interrogations d'un certain nombre de nos collègues, mais on a besoin des études justement pour comprendre, pour prioriser les besoins. Et on partage l'urgence absolue sur certaines lignes, notamment avec l'Isola Azzurra et les Ardennes. Mais là aussi, il faut préciser, il faut être clair. La Corse, elle n'est pas compétente aujourd'hui, au vu du Code général des collectivités territoriales, dans la liaison Corse-Sardaigne. Il y a la région autonome de Sardaigne qui fixe un cahier des charges, il y a une délégation de service public, il y a un certain nombre de défaillances connues de tous et par tous. Que la Corse priorise, notamment à travers ce projet, les besoins et les montages juridiques et financiers à venir, oui, mais sans les scinder. Parce qu'il ne faudrait pas prendre la question de la place de la Corse dans l'espace méditerranéen et européen uniquement sous le prisme Corse-Sardaigne. Bien sûr, il y a le prisme Corse-Sardaigne. Bien sûr, c'est une urgence absolue. Bien sûr, il y a une défaillance qui n'est pas imputable à la collectivité de Corse. Bien sûr, il faut la corriger. Bien sûr, il faut prioriser. Mais on est sur une problématique, monsieur le conseiller exécutif, bien plus globale, bien plus large, qui touche non seulement au transport, parfois à la mobilité, mais aussi, vous l'avez dit, à tout ce qui est échange culturel, universitaire, linguistique, humain et commerciaux. Et donc, nous vous accompagnerons sereinement sur ce rapport où je crois que la Corse a fait sa part du chemin. Elle doit continuer à l'aune des études, des résultats qu'elles produiront, nous espérons le plus tôt possible. A ringraziarvi. A ringraziarvi. D'autres demandes d'intervention? Josepha, vous avez la parole. J'espérais qu'il y ait d'autres demandes, le temps de reprendre mon souffle. Je viens d'arriver. Salut à tous. Sur l'opportunité, sur la question de l'opportunité de ce rapport, je crois qu'on ne peut pas être opposé, puisque c'est une revendication que nous avons portée lorsque nous étions dans la majorité, puisque c'est une revendication qui est partagée par l'ensemble du mouvement national depuis bien longtemps, puisqu'elle consiste à ancrer la Corse dans son espace euro-méditerranéen, lui donner son vrai rôle central, parce que la Corse, elle n'est pas une périphérie, elle n'est pas une périphérie de la Méditerranée, elle est bien en son centre, sauf que le rapport Corse-France a fait qu'on l'a développée comme une périphérie et européenne et méditerranéenne. Donc, bien évidemment, sur le plan économique, sur le plan des transports, sur le plan du fret, sur le plan des transports passagers, on ne peut évidemment qu'être favorable. Là où, bien entendu, il y a une réserve, c'est que, en lisant, et je vous ai tout de même écouté, j'ai écouté votre présentation en arrivant, nous en sommes encore au stade. Alors, ce n'est pas la question des études, mais nous en sommes encore au stade d'études d'opportunité. Alors que bientôt, nous en sommes à 10 ans de mandature nationaliste, puisque j'ai rappelé au début de mon intervention que c'était une revendication partagée et une volonté partagée, et que peut-être il faut acter, puisque vous avez fait mention de l'ensemble des opportunités législatives, notamment, qui étaient aujourd'hui offertes. Si elles le sont, actons qu'il faut aller vers un GECT, ne réouvrons pas cette discussion-là et allons le défendre, et allons défendre cela. Et dirigeons les études, s'il en faut, sur la faisabilité de celui-ci, véritablement, et sur la démonstration de sa faisabilité. Ne repartons pas encore, parce que sinon, à Davigny, chez Beprouer, et puis de plus, moi, ce que je déplore un petit peu aussi, mais peut-être me détromperez-vous, c'est que la voilure a été réduite, puisque nous parlions justement de nous réinscrire dans un axe méditerranéen beaucoup plus large, qu'il y avait également la question de la Catalogne. Alors, est-ce que c'est à plus long terme ou est-ce que c'est abandonné? Parce que je crois qu'il faut que nous nous réancrions de manière beaucoup plus globale dans la Méditerranée et que nous cassions
par là une logique de dépendance qui aujourd'hui est encore trop présente dans le domaine des transports. Je sais que la référence a été faite notamment à la desserte avec la Sardaigne qui connaît, c'est peu de le dire, des difficultés majeures et elles se multiplient. Sur la logique des transports de manière générale, nous connaissons des difficultés majeures et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc je crois qu'il faut aller plus droit au but dans les ambitions affichées, parce que sinon on va encore repartir dans des déclarations d'intention et dans des effets d'annonce qui ne porteront pas leurs fruits. Oui, donc Christophe Angeli. Merci Président. Salut à tous. L'essentiel, je pense, a été dit. 2 ou 3 idées complémentaires pour notre groupe. Alex Vinciguerra et d'autres ont employé un terme qui, selon nous, est un peu le terme clé. C'est le terme de marché. Tout ceci est bien sûr intéressant. José Fares vient de le rappeler, c'est un engagement ancien auquel on a naturellement contribué et souscrit en son temps. Mais nous continuons de penser à Ansem, et je crois qu'il n'y a pas d'antinomie ou d'opposition fondamentale à ce sujet entre les uns et les autres, que ce qui peut donner une profondeur de jeu et une durée véritable à tout ceci, c'est la viabilité du marché. Jean-Michel en a assez longuement fait état également. Bien sûr que nous sommes favorables à ce qu'il soit créé, bien sûr que nous sommes conscients de son impact sur un certain nombre de tarifs, de prix, etc. Je ne vais pas ici rappeler les prix qui sont pratiqués en Sardaigne, notamment dans un certain nombre de secteurs, mais qui conduisent beaucoup de mes concitoyens dans le territoire que je connais bien, et d'autres, à s'approvisionner, à établir des relations commerciales durables, etc., avec cette même île. Donc, là, on a un marché, a priori. On a un problème de liaison. C'était dit par à peu près tous les groupes, on rejoint. Et effectivement, peut-être faudrait-il, sans renier l'ambition qui est posée, dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, résoudre tout d'abord, avec les moyens qui sont les nôtres, et qui ne sont pas tous les moyens, hein, on connaît un peu le dossier, l'équation posée. Donc oui, là, il y a un sujet de marché. 2, on sait tous que l'Europe, dans le maquis des tensions et des contraintes qui ne manqueront pas d'être posées, développera son regard et son approche, y compris relativement à un éventuel éject, sur la question de la durée. En d'autres termes, s'il nous fallait décider politiquement d'amorcer les choses et de financer une trajectoire de création de marché, nous on est conscient du temps imparti, des efforts à réaliser, et on n'y est pas opposé dans le principe. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on se dise entre nous d'abord, ou concomitamment, de quelle durée on parle. Faut-il subventionner sur une durée longue pareille trajectoire? Si oui, mais l'étude le dira, j'espère, on espère, de quel montant parle-t-on et de quelle durée est-il question? Pour nous, les sujets, ils sont là. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir si oui ou non, ce qui était et reste un objectif des nationalistes est quelque chose d'économiquement viable dans la durée, on pense que oui, hein, voilà. Ou bien quelque chose qui ne peut pas fonctionner, ou en tous les cas pas sans argent public, à un rythme très soutenu et dans des proportions très importantes. Bon. Troisième et dernière idée, effectivement, le GECT, ça a été dit, on adhère à l'idée, la liaison Corso-Sardes à rétablir de toute urgence parce que correspondant à une nécessité impérieuse et à une logique de marché. Sur les études elles-mêmes, telles que vous les préconisez, je crois avoir compris qu'on serait sur un résultat à fin 2025
Il y a cette idée peut-être de préciser l'horizon et le moment de l'atterrissage des études, avec ensuite, comme cela a été dit, une vision un peu plus fine des délais de mise en œuvre, même si on ne peut pas dans le même mouvement commander une étude, préjuger de son résultat et définir les mesures qui vont en découler. Sinon, il n'y aurait pas d'étude. Donc voilà quelques compléments d'information et demandes de précision émanant de notre groupe. Merci. D'autres demandes d'intervention? Il n'y en a plus. Donc, je donne la parole à Jean-Félix Acquaviva. Je vous remercie, Monsieur le Président. Préalablement, je remercie l'ensemble des intervenants, puisque c'était un débat riche, puisqu'il y a eu beaucoup d'interventions, ce qui prouve bien que le sujet est un sujet important. Ce n'est pas simplement un hobby, un hochet, c'est un sujet central par rapport à la vision que l'on a, ou chacun, du point de vue d'où il se situe, de la place que doit avoir la Corse dans la Méditerranée, et globalement aussi cette amertume, ou du moins cette non-acceptation du fait qu'on soit en rupture de lien historiquement, politiquement, économiquement, depuis des décennies, avec des territoires très voisins qui sont un potentiel. Alors, je vais bien sûr faire référence à chacune des interventions, mais je vois bien qu'il se dessinent des lignes de questionnement sur lesquelles je dois amener des réponses. Bon. La question de marché, par exemple. Marché constitué ou marché à créer? Vous m'excuserez, mais si je prends sous l'angle la Toscane avec les 20 millions de touristes Ligurie Toscane, qui vont en Ligurie Toscane, qui ne viennent pas en Corse, à 20 minutes de vol, vous savez bien que c'est le calibrage du transport aérien, son tarif et sa continuité, sa fréquence et sa fiabilité qui va nous permettre de créer un marché voulu à annualiser, puisque nous sommes tous à dire, selon les conseils d'administration de l'Agence du tourisme de la Corse ou dans les offices du tourisme, dire qu'il faut diversifier les clientèles qui touchent la Corse. Donc on est bien sur une notion de marché à créer. La question, c'est l'obligation de moyens, la crédibilité de cette obligation de moyens pour permettre de créer ce marché. Vous m'excuserez, mais quand même, à 20 minutes de vol, ne pas se poser la question de manière opérationnelle, c'est un manquement politique et historique que nous avons tous collectivement à partager. Cette mandature et les mandatures précédentes. Quand même quelque chose qui insulte l'intelligence collective. Quand même, malgré tout. Ou quand on se lève tous les matins et qu'on voit l'île d'Elbe en face et qu'on a grandi, c'était mon cas, en regardant l'île d'Elbe en face et d'attendre l'âge de 45 ans pour aller à l'île d'Elbe, voir que 1 million de touristes, je dis bien 1 million de touristes, chiffre avéré, touche l'île d'Elbe, notamment pour Napoléon, sur une île qui fait 25 000 habitants, je pense que là aussi, on touche un peu à l'atteinte à notre intelligence collective. On est bien dans le marché à créer, on n'est pas dans le marché constitué. La question, c'est voulons-nous ou pas se donner les moyens d'étudier les vrais cheminements opérationnels qui nous permettent de résoudre ce paradoxe insupportable. Ce paradoxe insupportable. Et après, il y a des marchés constitués. La liaison avec la Sardaigne en est un. Je rappelle que les bonnes années des liaisons avec la Sardaigne, là où il y avait moins de... Après, on peut s'entendre ce qu'on entend par bonnes années. Mais dans les années 2002-2003, pour m'être penché dessus sur les chiffres, la liaison passager-Corse-Sardaigne atteignait 500 000 passagers. 500 000 passagers, c'est la dernière année, certes mauvaise, de passagers de la SNCM entre Marseille et l'ensemble des ports corses. Donc, tout est relatif et tout est une question à la fois de volonté, mais aussi, évidemment, de crédibilité juridique et de moyens dont on se dote. Si on doit aller en Sardaigne en vol à 300 € aller-retour, je vais vous dire, c'est mort. Donc ça prouve bien que la réflexion opérationnelle qui doit être la nôtre, et qui nécessite donc des études d'opportunité dans un temps court, c'est de se doter de l'obligation de moyens suffisantes, de résoudre la question entre la nécessité de créer des marchés sous l'angle économique et social, mais aussi des ponts culturels et de partenariats qui sont à portée de main quand on voit de ce dont on parle, parce qu'ils sont à portée de main et que s'il y a eu rupture, c'est bien pour des raisons politiques historiques. C'est une rupture qui fait qu'on a tourné le dos, ou on nous a fait tourner le dos, à la Toscane, à Rome, à Sardaigne, c'est bien pour des raisons de lourdeur historique qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de marché constitué.
ce n'est pas pour les raisons de bassin de vie, de démographie, de connexion internationale. Donc, on est entre ces deux niveaux. Et entre ces deux niveaux, je n'opposerai pas donc, vous avez bien compris, et nous ne voulons pas de notre côté opposer, si je prends ce terme-là, marché constitué ou marché à créer. Dans cette optique de construction, nous voulons les prioriser. Et on le dit déjà dans le rapport, mais on ne les abandonne pas, parce que ce serait une faute morale et politique et culturelle et historique. Je dis bien une faute. Donc on va les organiser et on vous propose que les études les organisent, ces notions de bassin de vie de priorisation. Ensuite, la deuxième question de fracture, c'est la question de GECT. Pourquoi on n'attaque pas? Je reviens au rapport, on ne vous parle pas que des études dans le rapport, on vous parle de missionner l'Office des transports pour prendre des études et des initiatives. Les initiatives, elles commencent demain matin. Parce que le dimensionnement du groupement européen de coopération territoriale dépend de qui veut être partenaire du groupement européen de coopération. Notre intention politique, affichée dans ce rapport qui vous est proposé, c'est de dire, pour nous, ce groupement européen de coopération doit recouvrir l'ensemble des régions partenaires évoquées dans le rapport. Mais nous ne sommes pas l'Assemblée délibérante de la région autonome de Sardaigne. Nous ne sommes pas l'Assemblée délibérante de la région de Toscane. Il va bien falloir que l'on aille discuter de qui veut commencer à être dans le groupement européen. Donc le groupe européen commencera avec un début de partenaire, pourra s'élargir, et donc les statuts, et donc sa constitution nécessite de savoir d'où on part en termes de partenariat. Donc on parle d'initiative et d'études, on est dans la crédibilité du cheminement qui nous mène d'ici la fin d'année pour justement qui est partenaire. Peut-être qu'on peut imaginer que la région du Lazio va dire « je veux bien être partenaire commercialement sur certaines lignes, mais pas forcément être partie prenante du groupement européen de coopération ». Et peut-être, certainement, en tout cas on le souhaite, pour avoir entendu leurs propos en octobre 2023, puisqu'ils étaient tous là, le président de la région Toscane, le président de la région Ligure, le président de la région Sardaigne, que ces régions-là qui ont déjà dit oui, parce qu'ils étaient là pour dire oui en même temps que nous, en octobre 2023 à Turin, il faut mettre à l'agenda cette question et nous serons partie prenante, qu'ils confirmeront qu'ils seront partie prenante politique par délibération juridique et politique dans l'Assemblée. Donc le dimensionnement du GCT est lié aussi à la notion d'initiative qui vous est proposée dans le rapport. Donc on est dans la crédibilité du cheminement opérationnel. Et donc on va dérouler de manière très concrète. Et je peux même vous annoncer que l'on créera un comité de pilotage ouvert, parce qu'il y aura les études et le suivi opérationnel des initiatives et des études dans le laps de temps d'ici la fin d'année 2025, pour configurer ces aspects. Sur les questions politiques et économiques, et je remercie bien sûr tous les intervenants, bon, sur la question de Paul Coastan, et qui est recoupé par d'autres, hein, il est évident que quand on parle d'études, on va parler de l'aspect juridique, on va parler de coûts des dessertes, on va prioriser les dessertes, on va parler de capacitaire, on va parler de fréquences, on va ordonner entre les fréquences quotidiennes, la notion de métro aérien, et l'hebdomadaire éventuel choisi, d'accord. On va justifier la question du service public, ce qui me fait faire un petit clin d'œil à Jean-Michel Savé, même si je vais revenir là-dessus. Je n'ai jamais parlé de Bastia-Livourne, hein. Donc, j'ai parlé du Bastia-Portoferraio, parce qu'il n'y a pas besoin de service public sur le Livourne. Par contre, il y en a un gros côté Bastia-Portoferraio. Donc, je n'ai jamais parlé de Bastia-Livourne dans mon intervention, ni dans le rapport. Donc, je n'en ai pas parlé, ni écrit. Par contre, Bastia-Portoferraio, je l'ai dit, parce qu'il y a une déficience. Là, oui, on va rentrer dans le détail. Là où il y a déficience du service public, enfin de l'offre privée, pardon, pour justifier une annualisation des flux. Parce qu'en corollaire, il ne s'agit pas de faire des lignes saisonnières. La différence qualitative, ce qui vous est proposé, c'est qu'on parle d'annualisation des flux. On n'est pas là simplement pour organiser avec les chambres de commerce, que je salue, et qui seront associées à ce travail pour répondre à Charlotte Terrig, des lignes saisonnières de juin, juillet, août. On est là pour participer à une plus-value d'annualisation de flux. C'est là la différence entre la démarche qui vous est proposée dans l'émotionnement par le rapport et les autres démarches, par ailleurs, qui font l'objet, ce qui est logique, de saisonnalisation à organiser. Donc les chambres de commerce seront associées évidemment dans le comité de pilotage et dans le suivi. Aujourd'hui, le fret maritime entre ces régions partenaires, enfin du moins les régions qui touchent la Corse pour l'instant, et la Corse c'est 25% du fret. 25% du fret, chiffre 2025, hein, donc passe déjà en Corse. Bien qu'il y ait déjà des marchés fret. 25%, c'est pas rien, c'est pas infinitésimal. La question, elle n'est pas là. La question, c'est pour rejoindre à ce qu'a dit Alex, c'est l'effet levier par l'annualisation et les tarifs, et la maîtrise des tarifs et de l'outil naval notamment, et des priorités sur, par l'ouverture, quelle est notre capacité d'impact sur la baisse des prix dans la société, quelle est notre capacité d'impact sur l'annualisation des flux touristiques pour un tourisme équilibré, durable et non subi, quelle est notre capacité d'impact sur les partenariats
institutionnel, associatif, culturel, sportif. Je pense au groupe culturel qui pourrait aller se programmer, je regarde Élise, c'est déjà le cas, mais peut-être plus souvent que prévu dans les villes italiennes pour aller chanter par exemple. C'est une économie, c'est l'économie culturelle par exemple, mais pas que. Je pense au partenariat universitaire et de recherche avec les universités de Pise, de Rome, de la Sapiens, etc. Donc c'est l'ouverture sociétale. C'est ça l'objet de ce rapport, qu'il faut prioriser et cadencer. Alors après, il y a des questions qui interviennent où il faut quand même que je réponde de manière simple, mais même si je suis un petit peu long, Monsieur le Président, c'est un sujet qui mérite des réponses précises. Par exemple, sur les notions de bateaux dormants. Et c'est toute la difficulté de l'évolution institutionnelle que nous réclamons et qui justifie l'évolution institutionnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'utiliser les bateaux de la DSP française sur des lignes hors DSP. Ce sont des bateaux dédiés, exclusivement dédiés à la continuité territoriale française dans les contrats. C'est pour ça que ces compagnies ont, je dirais, l'exclusivité sur les lignes. Je rappelle quand même, et c'est un travail qui a été réalisé en cours de contrat qui a permis de sécuriser les choses vis-à-vis de la Commission européenne, que quand on finance un bateau aujourd'hui, contrairement aux années SNCM, et là il y a une vraie rupture entre avant 2015 et aujourd'hui, on ne finance pas le bateau en investissement. On finance dans la continuité territoriale française la partie du bateau en volume de fret espacé utilisé qui sert au service public. C'est-à-dire sur le paille-orbe, par exemple, si 70% du volume est utilisé pour le service public, on finance. Les 30% sur le tarif commercial sur la même ligne de Marseille, on ne finance pas. Donc les choses, elles ne sont pas comme avant, et surtout, on ne peut pas utiliser le bateau dit dormant sur la ligne. C'est pour ça qu'il faut une continuité territoriale transfrontalière, institutionnalisée, officialisée, à la fois juridiquement par le besoin de service public, et à la fois financièrement. Et à ce moment-là, on se donne les moyens de notre politique pour sortir de ces confusions, ou de ces on-dit, ou de ces capacités, ou ces non-capacités, ou ces discours des fois un peu flous, qui ne peuvent pas être traduits aujourd'hui. Nous ne sommes pas compétents en coopération aujourd'hui, nous ne sommes pas autonomes. Il faut passer par les deux États partenaires pour valider un groupement européen de coopération. Nous sommes contraints par le fait qu'on ne peut pas rendre fongible, admettons que l'enveloppe de continuité territoriale française puisse être demain indexée sur la TVA et qu'on ait les moyens de dire, puisqu'on a du reliquat, on pourrait faire l'italien. Non, on ne peut pas le faire. Nous n'avons pas le droit en droit constant français de le faire aujourd'hui. Demain, nous serions autonomes, nous aurions capacité à le faire. C'est un autre débat, mais c'est la réalité juridique. Et mon discours de vérité, c'est de vous le dire. Et donc, en fonction du droit constant, par contre, aujourd'hui, en autonomie de fait, sur un chemin escarpé, on se dote les moyens de dire, puisqu'on ne peut pas le faire, il faut créer les conditions d'une continuité territoriale italienne fondée en priorisant, en justifiant le besoin de service public par ligne, en ayant maîtrise sur l'outil naval et les tarifs. Parce que la difficulté du corps Sardaigne, que nous érigeons en rôle priorité déjà dans le rapport, donc on rejoint tout le monde là-dessus, c'est qu'on subit quoi aujourd'hui? Vous l'avez dit, on subit l'incapacité aux défaillances des opérateurs privés sur un système institutionnel qui est maîtrisé par la région autonome de Sardaigne. Et nous, on regarde passer parce qu'on n'a pas les moyens d'agir. Ce qu'on propose dans la question du rapport, c'est de dire à la région autonome de Sardaigne, organisons-nous ensemble, donc évolution institutionnelle, au sens soit d'un groupement européen, soit, je l'ai dit, parce que je crois que personne ne l'a relevé, de l'hypothèse d'une société publique locale transfrontalière. Je remarque que personne n'en a parlé, mais peut-être que sur les deux lignes corridors les plus courtes, Corse-Sardaigne et Corse-Île d'Elbe, peut-être qu'il faudra passer par une USPL Corse-Sarde, une USPL Corse-Toscane. Parce que c'est peut-être plus pertinent. Pourquoi? Pour avoir la maîtrise de décision sur l'outil naval et son verdissement et sa capacité. Pour avoir la maîtrise de décision sur les tarifs pratiqués, fret et passagers, et donc sur les frais effets leviers en fonction de notre politique export et touristique. Donc ces questions-là, je vous rassure, les études dites d'opportunité qui, je sais, un peu questionnent, il faut les faire d'ici la fin d'année pour calibrer à ce nouveau contexte-là nos choix et nos mesures. Elles sont nécessaires d'ici fin 25, c'est-à-dire d'ici demain, avec un comité de pilotage ouvert, pour phaser la trajectoire, même si on donne déjà les éléments de priorité, et faire en sorte d'arriver à prendre les décisions. Et en même temps, les initiatives pour le groupement européen seront prises, notamment là-dessus. Bon, Jean-Michel, merci pour les questionnements et sur la question de priorisation, mais évidemment, je ne rejoins pas sur la question de l'aérien. Alors, je ne rejoins pas sur deux choses. Dire les bassins de vie constitués, c'est toujours pareil, on en revient à la notion de marché constitué ou à créer. Non. À Turin, en octobre 23, nous avons été validés comme bassin de vie qui nécessite une reconnexion aérienne et maritime transfrontalière entre deux États
dans un moment international où un traité de droit public de rang, ça a été dit par Don Diazepoulouchon, supra-législatif, officialisait cette démarche. Donc je ne vois pas pourquoi on se poserait la question d'être un bassin de vie transfrontalier aujourd'hui, alors qu'on a 2 États officiellement avec PV qui reconnaissent dans le cas d'un traité cette question. Et sur la question de l'aérien, il est beaucoup plus souple, à mon sens, de lancer des obligations de service public aérienne justifiées que certains sujets maritimes. Et en tout cas, de surcroît, notamment souple juridiquement, est nécessaire du point de vue des ruptures de charge que nous avons à pratiquer, puisqu'on parle de 20 minutes de saut de puce, une demi-heure de saut de puce. Donc voilà les raisons qui me permettent de développer ce propos. Alors, je crois avoir de manière transversale répondu à la question de la priorisation des marchés existants, de notre volonté d'aller vite et d'ouvrir un comité de pilotage. Évidemment, les questions de coûts, de relations à l'Europe, de dimensionnement, je reviens là-dessus, seront abordées de manière opérationnelle dans les études, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire d'études, et le calibrage des mesures, y compris des tarifs, et la façon de proposer des alternatives aux régions partenaires, évidemment des moyens financiers à mutualiser, et encore une fois, ça tient aussi, je le répète, au partenariat avec ces régions et le degré de ce partenariat. Donc il va falloir les convaincre, d'où la notion d'initiative dans le rapport. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Je reviens sur ce qui a été dit par... notamment, bon, je remercie évidemment les propos de Charlotte Terrig sur l'accompagnement à ce projet avec les questionnements légitimes posés. Je crois avoir répondu sur la Chambre de commerce. Je remercie évidemment Romain Colonne, Alain Vichiguer sur l'aspect politique et économique et d'avoir abordé les choses de manière concrète sur l'enjeu de ce rapport, à la fois pour les exportateurs, sur la baisse des coûts, mais aussi sur l'importation des biens de consommation courante. On le voit sur les questions de tarif export qu'on a mis en place sur la continuité territoriale dite française. Je veux dire, on reprochait souvent que la continuité territoriale française renforçait la dépendance de la Corse à l'extérieur. La question de dépendance, elle est complexe. Elle ne tient pas qu'à la continuité territoriale. Mais ça a été indiqué par Alex Vichiguer sur les chiffres et sur lesquels reviendra certainement Gilles Jovanange et son rapport dédié sur les aides à l'export. Quand on cumule les aides à l'export avec l'effet levier d'avoir réorienté la continuité territoriale dans les tarifs export que nous avons pratiqués français, il y a eu des croissances à 2 chiffres depuis 2017 pour les vins OP, pour les clémentiniers, pour les eaux minérales, pour les entreprises productives insulaires qui créent de la production ici. Les clémentiniers, par exemple, se posent la question de jus à exporter au-delà de la saison clémentine. Donc, il leur faut la marge des tarifs qu'on pratique. Donc, l'idée, c'est de rechercher ça aussi sur la continuité territoriale transfrontalière. Donc, voilà, j'étais un petit peu long. J'ai répondu de manière transversale à l'ensemble, il me semble, des acteurs, des élus qui se sont évoqués. Réponse à Josefa Giacometti aussi sur la question de la voilure réduite. Nous n'abandonnons pas la Catalogne et les Baléares et les accords que nous avons passés. Simplement, il nous paraissait opportun de missionner le cas d'ici fin d'année de cette action. Pourquoi ? Parce que nous inscrivons dans un cadre nouveau qui est le traité France-Italie. Et donc le cadre nouveau permet d'être un accélérateur de particules juridiques, politiques et économiques et de financement. Suite à ça, nous comptons bien, évidemment, regarder, notamment dans les casquettes de coopération qui sont les nôtres, vers la Catalogne et les Baléares en particulier, puisque c'était les deux, et notamment les Baléares, les 2 autres aspects d'études qui avaient été réalisés en 2017, la ligne sur Barcelone et sa ligne sur les Baléares, qui avaient été initiées. Voilà la réponse que je voulais apporter dans ce cadre. Beringrazio. Ringrazio. Donc je vais mettre au voie ce rapport. Qui est contre? Explication de vote. Mais en 1 minute. Rapide. C'est parti. Non, simplement pour vous dire que bon, notre groupe aura un vote différencié, non pas forcément sur des problèmes de fond qui, par ailleurs, existent aussi. Mais en fait, on ne se rend pas compte, 200 000 € aujourd'hui, bon, c'est une étude, on est sur du moyen long terme, les temps ont changé et les budgets et les finances se sont dégradées. Donc nous, on estime qu'aujourd'hui, 200 000 €, pour donner un exemple, c'est à quelques milliers d'euros près, c'est le surcoût des taxes de l'aérien pour les passagers sanitaires. Voilà, c'est le surcoût annuel. Donc nous, on va être beaucoup plus pragmatique sur du court terme, sur une priorisation de ce dossier. Et donc, il y aura une partie qui votera contre pour des raisons budgétaires qui aujourd'hui sont démesurées par rapport aux enjeux. Merci. Précision de l'exécutif. Excusez-moi, une petite précision parce qu'elle est importante, qu'on ne laisse pas croire qu'on jette l'argent par la fenêtre, parce que ce n'est pas le cas, puisque
Je sais Jean-Michel Savé l'a visé et il siège au conseil d'administration de l'Office des transports, donc il écoute aussi ce qui se passe dans le conseil d'administration. Bien. Première nouvelle quand même qui est apportée à cette assemblée, puisque c'est inscrit au budget prévisionnel 2025 de l'Office des transports qui sera proposé le 28 avril, donc lundi prochain. Nous avons récupéré 12,8 millions d'euros dans les caisses du liquidateur de l'SNCM et qui sont sur les comptes aujourd'hui de l'Office des transports. Hein. Nous avions fait la même opération en 2017, où nous avions récupéré 13 millions d'euros. Donc ça, c'est une annonce que je fais, puisqu'il y aura une relation aussi financière et budgétaire à travers les modifications budgétaires qui seront apportées au budget de la collectivité. Donc vous me permettrez de dire quand même que les 200 000 euros prévisionnels, dans ce cadre-là, sont assez relatifs par un objet aussi important. Deuxième élément, c'est un budget prévisionnel des 200 000 euros. Troisième élément, et c'est pour rebondir sur les conclusions des commissions qui ont précisé ce qu'a fait Marie-Antoinette Maupertuis au comité Interreg de Cagliari récemment, nous sommes inscrits, les financements d'études sont inscrits au Fonds européen Interreg par l'action de la présidente au dernier comité Interreg de Cagliari qui s'est tenu. Donc il y aura bien du Fonds européen sur les 200 000 euros. Donc voilà, il n'y a pas du tout d'argent jeté par la fenêtre. Je précise aussi, parce que ça a été indiqué, que l'Office des transports a pas mal d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le suivi des contrats d'allégation en service public, évidemment, parce qu'il y a des risques juridiques et financiers, mais que ces AMO, dans le temps, ont largement diminué depuis le temps, et l'Office des transports a internalisé des compétences, notamment des jeunes Corses, qui sont montés en puissance dans le suivi juridique et audit financier des contrats. Et donc, en fait, ces charges ont diminué et continueront de diminuer dans le temps par ailleurs. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Il me semble important que l'Assemblée en soit informée. Arin Grazia, donc, nouvelle explication de vote. Bon, de vote, très rapidement, voilà. Simplement pour préciser que le groupe s'était déjà scindé au moment de l'achat de flux et donc on suit en fait cette logique qui est d'une partie du groupe qui veut encourager ce genre d'initiative en espérant évidemment qu'elles arrivent à la création de nouvelles lignes. Merci. Merci. Madame Bock, donc explication de vote du groupe Corifront. Nous, on prend bonne note de la volonté affirmée de sortir et de dépoussiérer les placards. Moi, ce n'est pas les 200 000 euros qui m'inquiètent. Moi, c'est le temps qui passe. Donc, on ne fait aucun procès d'intention. On accompagne la démarche. On attend à ce qu'il y ait un comité de pilotage. On vous a assez secoué sur les liaisons Corse-Sardaigne pour essayer de voir enfin un résultat probant. Donc on va voter, c'est un chèque en blanc et on espère qu'il sera honoré. Arin Grazia, d'autres explications de vote? Non, très bien. Alors, qui est contre? On va noter. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc le rapport est adopté. Avant de partir déjeuner, avant de suspendre, donc on a une demande d'audience des grévistes de la Poste qui veulent rencontrer les présidents de groupe et les non-inscrits. Je propose qu'on le fasse à 14 h. Mais que ça ne nous empêche pas de reprendre à 14h30. Donc les présidents de groupe ou leurs représentants rencontrent les grévistes. Et nous, on se donne rendez-vous à 14h30 pour reprendre. Adobe, bon appétit.